Ça sert aussi. Non, tu es pas dans le champ. Ah mince. Ah, le dessus, enfin, si ça te. Tu pourras faire des montages. Là maintenant ça finit par contre. Oui, ça. Donc ça permet aussi de diffuser, ça permet aussi d'aller ouvrir un champ des possibles qui fait que quand quelqu'un cherche un thérapeute, la plupart du temps, alors il peut le trouver de plein de façons différentes, hein, il y a plein de gens par exemple qui sont venus me voir en mode ah oui j'ai vu que votre nom était portugais, moi je suis portugaise, machin. Mon premier petit copain s'appelait Georges, enfin bon, tu peux trouver des raisons que tu veux pour te dire que ça va être le bon, hein. Ça n'a pas d'importance. Attends 2 secondes, je vais te faire un stop et puis je vais recommencer. Si tu veux, C'est bonjour. tu veux consommer quelque chose? Je fais confiance qui s'appelle. Ouais. Je peux écouter 5 minutes Et repartir? Ouais, je préviens par Ouais, par contre, est-ce que tu peux nous donner des tomates pour qu'on les jette avant qu'elles partent? Peut-être on va laisser tranquille. Non. T'inquiète. Il n'y a pas de plat. Non, il faut pas, t'inquiète pas. On parle là. Salut. Je suis parti dans mon truc. Donc c'est vrai que là, j'essaie de contacter une forme d'énergie qui va me permettre d'aller dérouler le principe. Donc voilà, quand on cherche un thérapeute, j'essaie de revenir sur ce que je disais, quand on cherche un thérapeute, on va se baser sur des choses qui sont plus ou moins logiques ou illogiques. Il y en a une qui marche très bien, c'est quand l'autre il voit ce que tu racontes et que d'un coup il se dit bah tiens, ça résonne avec ma problématique, j'ai l'impression qu'il a une vision globale qui peut ressembler à ce que je pourrais avoir envie de comprendre, comment sur ma problématique personnelle ça peut interagir. Et donc là ça va permettre, je vais faire des découpages à la con, ça ne ressemble à rien, ou alors je vais laisser comme ça. Et donc ça va permettre d'aller rencontrer des gens qui sont déjà au départ, qui ont déjà envie de travailler avec toi parce que c'est toi. Et là on va pouvoir travailler un peu plus en profondeur. Alors en tant que thérapeute, voilà, j'utilise pas mal d'outils, d'ailleurs beaucoup trop pour que j'ai envie d'en utiliser qu'un seul. Et en même temps je n'utilise qu'un seul, c'est-à-dire c'est moi. J'essaie de travailler. Alors je dis souvent, il y a des gens qui ont posé un mot là-dessus qui s'appelle la clairvoyance. Ça n'a rien à voir avec la voyance ou avec la médiumnité, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sensitif sur le ressenti. J'ai mis beaucoup de temps à accepter d'utiliser ce mot-là parce que ça a l'air prétentieux dans la bouche de certains en tout cas, ça l'était dans la mienne. Voilà. D'autres appellent ça de la thérapie quantique, c'est à peu près la même dynamique. On va essayer d'aller travailler sur quelque chose qui est en dehors de l'espace-temps pour le ramener ici. Le thème de la soirée c'est paradoxe et synchronicité. Alors peut-être certains savent ce que c'est qu'un paradoxe. Il y en a qui veulent me donner une définition qui serait personnelle du paradoxe. C'est quand un élément d'un système rentre dans un autre système qui... Bon, c'est un peu abstrait, mais tu vois. Non, vas-y. Pardon. Quand tu mélanges deux systèmes qui n'ont pas normalement vocation à se Normalement, rencontrer. voilà, c'est ça. Ça, c'est la résolution du paradoxe. Voilà. Le paradoxe, c'est quand tu es au milieu d'un truc et que tu voudrais être en même temps et à droite et à gauche, et tu peux pas. Et donc là, tu es dans un paradoxe parce que tu peux absolument pas réunir ces deux problématiques. Comme être libre et être en couple, par exemple. Et comment est-ce que tu peux régler le paradoxe en te sentant libre en couple? Comment être ou se sentir, par exemple, c'est deux choses différentes. La résolution d'un paradoxe, ça peut être aussi comment comprendre ce que c'est que l'abondance, avec l'argent, par exemple, et on le résout, par exemple, en réussissant à comprendre intérieurement, réellement, dans ce qu'on va vibrer, ce que c'est que avoir, et quand on arrête de le confondre avec posséder. Parce que quand on va vouloir posséder quelque chose, on va être possédé par cette chose-là, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser, parce que c'est elle qui va nous utiliser. Et quand à un moment donné, on va comprendre ce que c'est que avoir, là, à ce moment-là, on peut l'avoir quand on en a besoin, on peut le perdre si on n'en a plus besoin, enfin, ça peut tourner, quoi. Voilà. Alors, les synchronicités. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une synchronicité? C'est une coïncidence, on pourrait dire. Ça En ressemble. niveau inférieur. Ouais, ça ressemble à une coïncidence, ouais. Non Je dirais être là au bon moment, enfin, être
ouais, je sais pas comment dire, avoir l'impression d'être au bon moment et que la chose se passe. C'est exactement ça, voilà. Ça, c'est une synchronicité, comme une coïncidence, mais tu vas te retrouver à un endroit où tu n'avais pas l'intention d'aller, tu vas rencontrer quelqu'un que tu n'aurais pas pu rencontrer ailleurs, et même pas là. Et d'un coup, lui, il vient et t'apporte une information qui va te permettre de changer ton futur. Voilà. Les synchronicités vont te permettre, à un moment donné, d'aller modifier la ligne du temps. Une synchronicité, c'est quand, à un moment donné, c'est plus causal. Ça ne peut pas être dû à une cause à effet. Quand on est dans un système linéaire du temps, où on part du passé vers le futur, on va avoir des causes et des effets qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, et à un moment donné, il va se passer quelque chose qui est complètement en dehors de la relation causale au temps, et d'un coup, pouf, il y a un truc qui apparaît, et ça va te permettre de changer ta ligne de vie, ou ta ligne de temps, et d'un coup, au lieu de mettre 1 mois ou 2 mois à régler une problématique, d'un coup, parce que tu as pensé à comment tu aurais voulu que ce soit, et que tu acceptes que le futur t'amène une information, d'un coup, pouf, elle va se présenter devant toi. Elle va peut-être pas avoir la forme à laquelle tu t'attendais au départ, mais si tu sais la reconnaître, elle va te permettre de bouger ton histoire et de résoudre une problématique que tu avais. Quelqu'un a déjà vécu des choses comme ça? Oui. Ouais. Par exemple, le fait de croiser quelqu'un dans la rue par hasard, quand tu y pensais juste avant. Ça un peu tout le monde vit ça. Voilà, alors ça là on est dans quelque chose qui est pas tout à fait de la synchronicité, mais on est sur la même problématique, enfin sur la même dynamique, pardon, pas problématique, on est sur la même dynamique qui est qu'à un moment donné, on va se rendre compte que c'est plus causal. C'est-à-dire que c'est pas parce que je pense à lui que je le vois, mais c'est comme s'il y avait une contraction dans l'espace-temps, et on sait que par exemple tu prends deux particules, t'en chatouilles une à un endroit, si elles ont été imbriquées à un moment donné, tu chatouilles l'autre à un autre endroit, enfin quand t'en chatouilles une, il y a l'autre qui réagit de la même façon. Parce que la réaction se passe en dehors de l'espace-temps, donc il n'y a pas besoin qu'elle soit en présence pour qu'elle puisse réagir l'une à l'autre. Et donc quand tu penses à quelqu'un qui t'appelle ou que tu le croises dans la rue, c'est exactement la même chose. Quand on pense à quelque chose, donc on va envoyer une information, et cette information, elle va nous revenir sous certaines formes. Et quand elle va revenir, quand on sait la voir, quand elle revient, on est capable de gagner du temps. Alors je vais toujours faire mon petit laïus un peu alchimique. Hein. L'alchimie, c'est pas de trouver la pierre philosophale pour avoir la vie éternelle, hein. C'est de comprendre que quand tu comprends ce que tu es en dehors de l'espace-temps, tu es éternel. Ce qui n'est pas éternel, c'est ce qui vit dans l'espace-temps. Donc c'est ça la recherche de la pierre philosophale. Et cette compréhension, elle dure toute une vie jusqu'à ce qu'on finisse par, je sais pas, il y en a qui y arrivent. Hein. Donc, et à chaque fois qu'on a une problématique et qu'on a un paradoxe, et qu'on arrive à le résoudre, d'un coup on va contracter l'espace-temps et on va amener à soi des solutions qui vont être de plus en plus évidentes et de plus en plus rapides. C'est à ça que ça sert hein, quand on va faire une thérapie. C'est-à-dire qu'on a une problématique, la problématique de toute façon d'elle-même, elle va finir par se résorber. Parce que la vie te mettra en face les expériences que tu as besoin, les tartes que tu as besoin, pour qu'à un moment donné tu sois obligé de t'en remettre en question. Maintenant on peut aussi dire, bon bah là j'en ai marre, ça fait 12 fois que je prends des tartes, il y a un moment peut-être où je vais essayer de comprendre pourquoi je les attire, pourquoi je les veux ou pourquoi je les aime pas, peu importe. Et donc quand tu vas voir un thérapeute, quel qu'il soit, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de contracter, l'espace-temps entre mon problème et la solution déjà existante. Et pour le faire, comme le futur et le passé se trouvent à peu près au même endroit, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder qu'est-ce qui est bloqué dans le passé, quelle est la chose qu'on retient, donc le paradoxe qu'on n'a pas résolu, qui fait qu'on va revivre constamment le futur jusqu'à ce que ce futur-là nous amène à vivre l'expérience de l'autre côté. Pour que on avait toujours l'impression d'être la victime, et d'un coup on se retrouve dans une histoire dans laquelle on se retrouve avec le bourreau, et d'un coup au moment où l'autre nous met dans la gueule qu'on est en train de jouer avec lui et qu'on est le bourreau et que lui c'est la victime, là à ce moment-là on dit « Ah, mince !» Et au moment où on le reconnaît, d'un coup, il n'y a plus de victime et il n'y a plus de bourreau. Il n'y a plus qu'une expérience dans laquelle on est en train de vivre un truc. Et au moment où c'est résolu, pouf, le prochain qui vient, eh ben, on va être dans une relation qui va être beaucoup plus équilibrée. Ça ne veut pas dire que la victime et le bourreau ont disparu, hein, parce que je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à vivre. On est toujours dans des relations dans lesquelles on va chercher, enfin on va toujours se méfier de l'autre. Donc on est toujours en train de jouer au triangle infernal de Cartman.
avec le triangle, tu sais, ultime bourreau sauveur. Pas lui, je crois. Pour un musicien, ça doit être un musicien, c'est ça? Non, moi c'était pas un musicien, moi c'était un psy. Donc, de South Park? Ah, j'avais pas compris South Park, pardon. Ah, d'accord, ouais, ok. Putain, ils ont tué ça. Donc voilà, c'est ce qui va modifier l'avenir finalement, c'est la compréhension du passé. Et tout ça, non pas dans le passé lui-même, mais dans ce qu'on retient dans le présent du passé. C'est parce que justement, il y a des choses en nous, je vais vous donner un exemple perso, c'est marrant, je trouve que je fais le coup. Alors je vais essayer de trouver un exemple un exemple de ma vie où par exemple, pendant très longtemps, j'ai voulu poser sur le fait que je voulais avoir une vie de couple réussie. Je posais l'idée que je voulais que ça soit réussi et donc je posais énormément d'intentions pour que ça marche. Et je demandais énormément d'investissement qui était autant de ma part que de la part de l'autre pour que ça marche. Et je demandais toujours de plus en plus de preuves d'amour, de plus en plus de compréhension, de plus en plus de... Et finalement, au fur et à mesure que je compressais, que je demandais de plus en plus de preuves, évidemment, ça faisait péter la structure parce que c'était impossible à tenir. Parce que ce que je ne voulais pas voir, c'est que ce que j'avais le plus peur, c'était d'être seul. Donc, il m'a fallu vivre plusieurs histoires, de plus en plus compliquées, de plus en plus courtes, parce que avec de plus en plus la volonté que ça marche qui était affichée, pour qu'à un moment donné, il y en ait une qui me dise bah, là c'est pas possible et qui me foute par terre. Et au moment où elle me fout par terre, je me rends compte que je n'ai plus l'énergie pour continuer à entendre des histoires où je sais dès le départ que c'est foutu. Et donc là, je suis obligé d'aller regarder ma propre solitude. Au moment où je la regarde et que je me dis ah, j'ai compris, c'était ça que je fuyais, à ce moment-là, plouf, l'envie d'être en couple disparaît, le plaisir d'être avec moi-même prend la place, donc je revis le truc à l'inverse, et là à ce moment-là il y a la Miss qui arrive et qui me dit ouais moi c'est cool, j'ai pas non plus envie d'être en couple, et d'un coup bah viens si on se tenait la main mais on n'est pas en couple, et ça dure depuis 3 ans, parce que le paradoxe de t'as plus peur d'être seul, pose-le, tu peux être avec quelqu'un, alors que si tu veux absolument que ça marche c'est parce que t'as peur d'être tout seul, et là le paradoxe par exemple il est résolu, ou maintenant seul ou accompagné tout est cool, parce que ce truc est réglé. On peut avoir d'autres paradoxes avec l'argent, où on va vouloir en gagner beaucoup, mais si on ne sait pas le gérer, hop, il disparaît plus vite qu'il arrive. Alors on va le vivre à l'envers, on va dire, tiens, et si j'en avais plus du tout pour savoir comment ça fait? Et là, à ce moment-là, tu es obligé de compter des centimes. Et au moment où tu comptes des centimes, tu découvres la valeur que ça avait, puisque avant tu ne savais pas la valeur que ça avait. Au moment où tu découvres la valeur que ça a, bah là tu peux en gagner plein, ou pas, tu t'en fous, puisque à ce moment-là, tu commences à faire la différence entre ce que c'est qu'une envie et un besoin. Donc tu ne le dépenses pas et tout va. Et donc là, à ce moment-là, il y a un intérêt. L'intérêt supplémentaire, c'est comment je le dépense. Est-ce que je le dépense en vice ou est-ce que je le dépense en plaisir? Et un plaisir, c'est pas forcément un vice. Hein. Souvent, on les confond. Mais le plaisir, c'est quelque chose qui te fait évoluer. T'achètes un bouquin, c'est un plaisir. Mais c'est quelque chose qui va te permettre de te modifier. Un vice, c'est quelque chose qui va t'enfermer avec toi-même. Parle à tout le monde? Si, Seigneur. Alors, moi, ce que j'aime bien, parce que je ne vais pas non plus en faire pendant 2 heures comme ça, parce que je pourrais vous parler de moi autant que vous voulez, hein, je suis très bavard. Mais j'aime au fait qu'on me pose des questions sur lesquelles je puisse rebondir. Parce que vous auriez des choses. Alors, c'est ça, hein, la thérapie, elle marche comme ça. On a toujours l'impression que ce qui doit changer quand on vient voir quelqu'un, il faudrait absolument que dans la séance, le mec, si tu vas voir un hypno, ah j'ai un problème, je fume, ferme les yeux, plouf, hop, donne-moi 250 balles, tu fumes plus. Bon. Bah oui, tu m'as pris 250 balles, enfin bon bref quand même, quoi. À un moment donné je peux plus acheter des clubs ce fois aussi, hein. Donc je suis obligé d'être d'accord. Je suis au minimum obligé d'être d'accord avec toi au moins 30 jours, tu vois. Ah mais c'est vrai, Non, c'est pas très. Ah mais j'en connais plein qui font ça, plein.
Ils ont fait une semaine d'hypnose, enfin ou deux, hein, et puis ils font de l'arrêt du tabac et ils posent des zones gastriques virtuelles. Donc bon, c'est bien. Ils ont affaire à des grosses et à des fumeurs. Il dit, bah, la grosse, tu fumes, tu vas voir, tu vas maigrir. Et l'autre, t'as arrêté de fumer, tu reviens me voir quand t'es gros. Je vais te refaire fumer. C'est le cycle de la vie, ça, madame. Donc, en hypnose, tu fais fermer les yeux, et puis d'un coup, le mec, il croit que parce qu'il a fermé les yeux pendant un quart d'heure, il aura réglé tous les problèmes de sa vie. Et puis il ressort, et puis il se rend bien compte qu'il y a 2-3 trucs qui ont bien bougé. Son idée de l'existence, elle a changé, mais malheureusement, il ne peut pas s'échapper à lui-même. D'accord ? Donc, dans une séance de thérapie, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste faire bouger la structure. Alors, ce que j'appelle la structure, c'est tout ce que les psys appellent des structures. Tu as des structures névrotiques, psychotiques, névrotiques, etc. Bref. Pour moi, c'est toujours la même structure. C'est-à-dire que ce que je vais regarder chez l'autre, c'est ma propre structure. Et chez moi, il y a de la névrose, et il y a de la psychose, etc., etc. Et en me connectant à ce que moi, je vais ressentir dans la question qu'on me pose, je vais trouver des réponses qui sont mon filtre, et uniquement mon filtre. Et je ne peux rien voir de l'autre que ce qui m'appartient, ce qui est moi. Si j'essaye de croire que quand je vais dire à l'autre t'es comme ci ou t'es comme ça, ou c'est ça qui joue chez toi, si en le disant, en le donnant, si je ne le vois pas chez moi, je ne peux rien faire bouger chez l'autre. Ce qui est frustrant, c'est qu'une fois que tu sors du cabinet et que donc tu as résolu quelques millimètres de paradoxe, quelques centimètres de paradoxe, pendant 3-4 jours, une semaine, ta vision du monde, elle va être changée. Parce que d'un coup, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne regardais pas, ou tu vas les regarder différemment. Mais malheureusement, au bout d'une semaine, c'est comme quand tu te coupes les cheveux, au bout d'un moment, tu finis par te reculer dans la glace, et l'effet de surprise disparaît. Et tu redeviens, toi avec toi, malgré le fait que tu aies plus ou moins de cheveux, plus ou moins de kilos, plus ou moins de névrose. Finalement, on revient toujours à ce qu'on appelle un espèce de point zéro, dans lequel, finalement, on va pouvoir se redéfinir exactement dans la nouvelle version de nous-mêmes. Et jamais on arrête d'avoir des choses, à régler. C'est croire qu'il y a un moment donné, il y a un bouquin qu'on va lire, ou un thérapeute qu'on va voir, ou je ne sais quoi d'autre, qui va nous permettre à un moment donné d'être heureux dans la vie et de ne plus avoir de problème. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Si quelqu'un vous vend ça, demandez-lui comment c'est chez lui, et ne lui demandez pas juste qu'il vous le dise, hein. Demandez-lui qu'il vous le montre. Parce que entre ce qu'on dit et ce qu'on montre, c'est toujours. Il y a des choses qui sont souvent dans un grand décalage. Donc on revient toujours à cette espèce de point zéro. Et finalement, le but n'est pas de ne pas avoir de problème. Le but est d'accepter que tout ce qui nous arrive est quelque chose qu'on a demandé et qui est censé nous apprendre quelque chose. Et le libre arbitre est posé là-dessus. C'est-à-dire que le libre arbitre, il est posé sur le fait que quand une expérience m'arrive, est-ce que je la refuse ou est-ce que je l'accepte? Alors refuser une expérience, c'est désigner des bourreaux et des victimes. L'accepter, c'est accepter que l'expérience que j'ai vécue, même si elle était douloureuse, dans mon histoire, elle doit me servir à quelque chose. Et quand j'essaie de tirer les enseignements de ce qui m'arrive, et plus j'arrive à accepter ce qui m'arrive le plus rapidement possible en me disant « Oh, dis donc, si ça se trouve, c'est une opportunité plus qu'un problème », plus vite j'arrive à faire ça, plus vite je fais changer l'énergie qui m'arrive, plus vite je suis capable de l'utiliser. Mais pour pouvoir faire cette chose-là, c'est très compliqué parce que là, au point zéro où on en est aujourd'hui, on a tous vécu des choses où la plupart, on va dire, mais ce que j'ai vécu là, moi, quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, c'était inadmissible. Et parce que ces choses-là, on veut continuer à croire, et peut-être sûrement à juste titre de là où on en est, que c'est inadmissible, c'est parce que ces choses-là continuent à peser dans le passé, qu'elles se représentent de façon permanente dans l'avenir. Et c'est pour ça que dès qu'elles se représentent dans notre présent, on les refuse encore une fois parce qu'elles viennent résonner sur quelque chose qu'on n'a pas résolu. Et on ne l'a pas résolu parce qu'on trouve ça toujours absolument totalement inadmissible. Et sûrement à juste titre. Mais au fur et à mesure des années, on va se rendre compte que ce qu'on trouve inadmissible, au fur et à mesure de le revivre à chaque fois sous différentes formes,
il y a bien un moment donné où il y a bien une forme, il y a bien un message, il y a bien un discours, on va dire « Ah, merde, si !» Et là, de façon rétrospective, comme un film qui revient vers le passé, qui fait ping, ah merde. Oh, j'avais aussi ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Et là, à ce moment-là, clic, on déverrouille l'énergie qui était bloquée, donc l'émotion qui était compressée, dans laquelle je refuse l'expérience. Et donc là, à ce moment-là, le libre arbitre explose, et d'un coup, on devient au service de ce qui nous est arrivé. Et c'est au moment où on est au service de notre expérience, de notre existence, au moment où on est au service de ça, que d'un coup, l'énergie, elle se déverse malgré nous, et que d'un coup, pouf, ça marche tout seul. Mais dans cette acceptation-là, elle n'est pas automatique. Hein. C'est pas parce que j'ai décidé de me dire je dois accepter tout ce qui m'arrive qu'on va le faire. Hein. Loin s'en faut, et moi le premier, je suis pas capable. D'accord? C'est pas... l'exercice que je me propose dans ma vie, c'est que comme je reçois des gens tous les jours en séance, ils viennent m'amener eux des problématiques. Ils voudraient que ça change sans avoir besoin de rien changer. Et moi, je dois faire l'effort d'aller regarder en moi ce que je dois changer, parce qu'il vient toujours me parler de ma vie. Il faut que je vienne regarder ce que moi je dois comprendre, ce que moi je dois accepter, pour pouvoir faire bouger quelque chose chez l'autre. Ce qui m'intéresse en fait dans le paradoxe, c'est les effets en matière de communication et le fait de savoir si... Parce que les paradoxes se règlent en fait. En mathématiques, ça avance. Par exemple, Zénon Délé, la flèche qu'il envoie, on a découvert en mathématiques la notion de limite, et donc on a réglé le paradoxe. Et donc les paradoxes trouvent des solutions. Bien sûr. Voilà. Quand je parle de paradoxe, comme je suis thérapeute, d'accord, je vais parler de paradoxe dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on va être prisonnier dans les paradoxes, où on veut quelque chose et son contraire. Et ce qui va nous permettre de régler ça, c'est, j'aime pas trop le terme parce que c'est beaucoup trop récupéré avec la tête, mais c'est le lâcher prise. Et quand on lâche prise, d'un coup, on va régler le paradoxe par l'arrivée dans notre vie d'une synchronicité, c'est-à-dire d'un événement qui va nous permettre de résoudre ce paradoxe d'une manière à laquelle on ne pouvait pas penser qu'on allait pouvoir le résoudre. C'est-à-dire que c'était absolument impossible de pouvoir imaginer qu'on allait rencontrer cette personne-là, à cet endroit-là, avoir cette conversation-là, et que cette personne-là, elle avait une clé qui allait nous permettre de régler notre problème de façon définitive, c'est une idée, mais de façon définitive, là où on cherchait des solutions à court terme, ou à long terme, ou à moyen terme, et d'un coup, la synchronicité fait qu'on va sortir, ce que j'expliquais tout à l'heure, on va sortir de l'espace-temps, on va sortir de la causalité, et d'un coup, on va régler ce paradoxe grâce à ça. Mais alors, comment on lâche prise, et je crois que j'en étais là tout à l'heure, c'est en comprenant que ce qui nous empêche de lâcher prise, ce sont nos croyances que nous avons vécu des choses totalement, absolument impardonnables dans notre passé. Et tant qu'on est à la recherche de qualifier des victimes et des bourreaux, on est incapable de sortir du paradoxe, parce qu'on est toujours dans une dualité. Ça t'ennuie si je parle? Ah non, vas-y. Ah non, mais on est là pour... Ouais. Parce que en fait, j'ai évoqué cette école de communication qui s'appelle l'école de Palo Alto, c'est le Mental Research Institute de Palo Alto. Et au départ, il y a un auteur, un anthropologue qui s'appelle Gregory Bateson, et qui en 1955 a écrit un article qui s'appelle Vers la théorie de la double contrainte. Donc quand tu dis que le paradoxe, il faut lâcher prise, et si tu lâches prise, effectivement, tu rentres dans un autre espace et tout va bien. Le problème, c'est que ça cause aussi la maladie mentale, en tout cas dans l'optique de cet anthropologue, si tu veux. Et donc il est voilà. un peu loin peut-être là-dessus aussi, quand même. Je sais qu'il est un peu loin sur ce truc-là, je crois quand même. Alors Jung, tu veux dire Jung on en a parlé aussi, et il parlait qu'il fallait traverser sa folie pour atteindre la sagesse. Alors ça peut peut-être résonner comme ça chez toi, tu sais, où il y a cette peur finalement d'échapper à cette raison, qui fait que si on échappe à la raison, on va se retrouver dans un endroit qu'on ne connaît pas, et la peur d'affronter une part de nous inconnue nous effraie au point de ne vouloir rester que dans quelque chose qui est connu, c'est-à-dire qui est causal. C'est-à-dire que si je parle à cette personne-là, par rapport à ce que j'en pense, par rapport aux défenses que j'ai mis, etc., je vais me retrouver à être exactement dans la circonstance dans laquelle je m'attends à être.
Donc là, à ce moment-là, si on reste dans le causal, évidemment, on atteindra bien la folie. Pour l'avoir côtoyé 2-3 fois dans des expériences personnelles, ouais, c'est flippant, hein, on est d'accord. Hein. Ah, il y a un très bon film là-dessus, c'est Family Life, je ne sais pas si vous avez vu, de Ken Loach, où on montre vraiment une jeune fille qui est aux prises avec les paradoxes, enfin on voit des paradoxes, enfin, la double contrainte n'est pas un concept expérientiel proprement parler, on ne peut pas dire là il y a des doubles contraintes, etc. Et je veux dire, pour s'en dégager, c'est pas une solution, c'est pas une... Tu peux pas te dire, ah ben je sors du paradoxe, tu vois. Non, ah non, tu peux pas, non. Déjà, moi j'ai une question. Tu ne peux pas sortir du paradoxe, pardon, excuse-moi, vas-y. Parce que on n'a pas parlé de pourquoi sortir d'un paradoxe en fait. En quoi c'est bien. Alors, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a le truc c'est que quand tu es prisonnier dans un paradoxe, de toute façon, tu vas mouliner de toute façon tout le temps parce que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire si quand tu Donc dois le but c'est payer... l'évolution quand même. Voilà, oui, bien sûr. Quand tu dois payer ton loyer à la fin du mois, tu es pris dans un paradoxe dans lequel tu n'as pas de thune et tu as un loyer à payer. D'accord? Donc il y a un moment donné où tu vas essayer de trouver des raisons, des solutions causales pour pouvoir le faire. Et je me rappelle plus où j'ai rencontré ce mec-là. Je me rappelle juste de la conversation où le mec, il est là, il casse sa bagnole. Il me dit, l'histoire était en francs à l'époque, hein. Il casse sa bagnole et le lendemain il va bosser, il est là, putain merde, comment je vais faire, il me faut 600 francs pour réparer ma bagnole. Il est à l'arrêt de bus, il regarde par terre, il y a une enveloppe, il ouvre l'enveloppe, il y a 600 balles dedans. Alors, ne me demandez pas comment ça peut exister, mais là c'est de la synchronicité, d'accord? Et c'est de la synchronicité parce qu'à un moment donné, il a accepté d'être présent à ce qui lui arrivait et accepté que la solution pouvait arriver d'une autre façon que par sa propre volonté. Excusez-moi, si je peux intervenir par rapport à la question, il y a des paradoxes aussi dans lesquels on s'enferme vis-à-vis des croyances qui rendent foncièrement malheureux. Donc le but aussi, dont on ne parle pas, c'est... Je demandais à Georges. C'est parce que Mais ça... je sais très bien que ça rend malheureux les paradoxes. Bien sûr, ouais. Je demandais à Georges quel était son but en fait. Juste du coup pour finir si je peux. Du coup, dans la recherche du bonheur, par exemple, il y a des paradoxes qu'on se crée sur les relations amoureuses. Je veux quelque chose de mon partenaire idéal, parce que c'est comme ça que je me l'imagine. La personne que j'ai en face, qui est actuellement mon partenaire, ne me le donne pas, je suis malheureux. Et c'est ça aussi, s'ouvrir au moment, et donc pouvoir discuter, etc. S'ouvrir au moment, c'est accepter aussi la croyance que l'on a, pour s'ouvrir à ce que l'on a vraiment, et pouvoir du coup en discuter. C'était juste pour ouvrir. L'outil, merci. L'outil que j'utilise pour pouvoir résoudre les paradoxes le plus vite possible, c'est de regarder à quel point je me mens constamment. Puisque comme, de toute façon, ce qui me meut représente entre 80 et 90% d'une part inconsciente, la seule façon de savoir là où je me mens pour pouvoir résoudre mon paradoxe, c'est de regarder ce que l'univers m'envoie. C'est-à-dire que quand en face de moi, j'ai une solution à régler, c'est que l'extérieur aura toujours raison et j'aurai toujours tort, puisque si je ne comprends pas ou si je refuse ce qui se passe, c'est que quelque chose en moi n'est pas clair. Parce que je ne peux faire apparaître dans mon monde que ce qui existe chez moi. D'accord? C'est un effet de miroir. Quand on parle des ombres, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est opaque. On ne peut pas se voir. On se définit avec le surmoi psychanalytique de Freud. On va se définir dans ce que je suis. Quand tu demandes à quelqu'un, par exemple, tu prends un exemple tout bidon qui marche 100% des fois, c'est donne-moi tes qualités, l'autre il va te donner un défaut. Dis-lui donne-moi un défaut, il va te donner une qualité. C'est pour dire à quel point on s'ignore complètement. D'accord? Parce que ce qu'il appelle une qualité est un défaut parce qu'il l'utilise à outrance, et ce qu'il appelle un défaut est une qualité parce que justement elle est bien posée. Mais on s'ignore complètement. Donc si on veut savoir qui l'on est, le truc le plus simple à faire, c'est de regarder ce que j'ai à travailler sur le moment. Je regarde comment mon monde interagit avec moi, et ce que mon monde me demande de comprendre, c'est ça qui est vrai. C'est pas ce que je crois être vrai. Moi, si je commence à vouloir changer l'extérieur, c'est terminé. Je vais dépenser un tas d'énergie considérable dans quelque chose qui ne marchera jamais, puisque l'extérieur ne peut pas se modifier si je ne regarde pas ce qu'il y a dedans d'abord. Si je suis d'accord, il y a quand même... moi personnellement, je suis en thérapie depuis 1 an et demi, donc ça je le creuse dans mon quotidien H24 parce que ça me passionne.
Et j'avais trouvé aussi un moment justement, enfin, avec cette pensée, je me suis moi-même créé un paradoxe. Si je dois être avec l'extérieur, etc., je me suis commencé à le diviser en long, en large et en travers. Du coup, c'était juste un attention, comme disait Lacan, il y a aussi l'image que je me fais de l'image que l'autre se fait de moi. Et du coup, c'est très compliqué d'être ouvert à ce que pense l'extérieur si j'ai déjà une image préconçue de ce que pense l'extérieur. Non, je parle pas de ce que pense l'extérieur. Oui, pas penser, pardon, de ce que je ressens vis-à-vis de l'extérieur. L'extérieur ne peut pas penser en dehors de toi. Tu ne peux Oui, pas oui, penser pardon. ton monde en dehors de toi, c'est absolument impossible. Et ça, ton paradoxe là, il est posé sur le fait qu'il y a une part de toi qui est d'accord avec le fait que tout a un sens, sauf quand ça t'arrange pas. Alors, c'est pas comme je le voudrais. Non, mais c'est posé là-dessus chez toi, d'accord? Quand je me connecte, ce que je sens, c'est un peu comme si tu voulais avoir compris tout le bouquin alors que tu n'en es qu'à la page 10. D'accord? Donc, dans ce que tu es en train d'expérimenter depuis 1 an et demi avec ton thérapeute, tu es en train de lire à chaque fois que tu y vas les pages les unes après les autres. Tous les jours, quand tu te lèves, tu expérimentes les pages, et puis quand tu dors, tu essaies de remettre en lien les pages. Mais tu ne peux mettre en lien que les pages que tu as déjà lues. Tu ne peux pas mettre en lien les pages que tu n'as pas encore lues. Et donc, pour l'instant, chez toi, c'est encore posé sur j'aurais voulu que mon bouquin soit fini. Voilà. Je voudrais pouvoir expliquer quelque chose que j'ai pas totalement expérimenté. D'accord, c'est marrant puisque j'essayais d'exprimer autre chose, juste le fait que j'avais des présupposés, il m'a fallu du temps pour l'apercevoir sur ce que l'autre pouvait ressentir de moi. C'est pour, ça que je te donne mes présupposés pour voir comment ça fait. Tu fais tu vois. Voilà. Mon gros ego n'aime pas, c'est normal. Alors que je ne te raconte que ce que moi je pense de toi. Hein. Comme c'est moi qui le pense, moi je te le prête. Hein. C'est pas toi, tu vois, c'est moi. Ça, c'était la dernière conférence où je parlais à une nana, je lui donnais un exemple personnel. Elle me dit, mais qui vous dit que? Bah, moi, c'est moi qui le dis, c'est mon histoire. Enfin, si tu te sens touché, c'est parce qu'elle te parle. Comme quand tu vas voir un film, il te parle. Tu vas pas écrire une lettre au réalisateur en lui disant, ce que vous avez dit, c'est inadmissible, ça raconte trop mon histoire. Non, enfin, tu la manges, tu rêves avec le soir, et puis le lendemain matin, tu dis, wow, j'ai guéri un truc avec. Mais les livres, les films, les rencontres sont autant de thérapies, si on a envie de mettre le mot thérapie dessus, que d'aller voir un thérapeute. Il n'y a aucune obligation d'aller payer, sauf si on est trop têtu. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant. Au moment où on se rend compte qu'on est têtu, le fait de se faire soulager d'un petit billet, ça aide à prendre conscience du point auquel on est têtu. Je suis désolé pour ceux qui sont arrivés un peu tard. Hein, j'ai pris les choses, vous prenez en route, quoi. Mais c'est génial, tu as vu ça? T'as déjà vu la mezzanine aussi pleine pour une conférence? À titre personnel, non. Ah oui. Merci je suis très honoré de voir qu'il y a autant de monde qui a envie d'écouter. Alors après, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de monde qui a envie de participer. C'était impressionnant. C'est vrai? Vous avez peur que je vois des trucs chez vous? Vous pensez avoir besoin? Vas-y, dis-moi. Donc, il n'y a rien d'inadmissible. On a vu que c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, tu as dit que si c'était inadmissible, on avait notre part de responsabilité. J'ai dit qu'un jour, dans un futur plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, tu relativiseras l'inadmissibilité de l'événement. Oui, ok. Et que plus tu vas réussir à le relativiser, c'est-à-dire plus tu vas réussir à récupérer ta part de responsabilité, non pas forcément dans ce qui est arrivé, hein, mais dans ce que tu dois en faire, et plus tu vas récupérer cette part de responsabilité, plus tu vas libérer l'énergie qui est bloquée dedans. Attends, il faut que je trouve un exemple pour expliquer ça. Moi, juste j'ai un exemple, par exemple, un enfant, parce qu'on parlait de l'enfance juste avant, qui se fait violer. En quoi il est responsable? Alors, il n'est pas responsable de ce qui va lui arriver, il va être responsable de ce qu'il va en faire. Ah d'accord, ok. D'accord. C'est-à-dire que d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que je ne connais personne, à titre personnel, après peut-être que quelqu'un me dira, et peut-être que ça existe, mais j'en sais rien, je ne connais personne qui travaille à la Ligue du cancer qui n'a pas été concerné, de près ou de loin, par cette maladie. C'est bien parce qu'il a été concerné lui-même, ou ses proches, ou ses parents, ou un ami, ou machin,
c'est parce qu'il a été touché émotionnellement par cet événement que d'un coup il se dit je vais me mettre au service des autres pour que eux puissent le vivre mieux que moi, avec plus de soutien, avec plus d'aide, avec plus de... Donc c'est bien le choc émotionnel qu'il a reçu qui, en voulant le transformer, a fait de lui quelqu'un qui va être au service des autres. Et c'est valable pour tous les traumatismes possibles et imaginables. Maintenant, c'est vrai que si on l'enterre, ben ça marche pas. Tout à l'heure, j'étais sur Facebook, il y a une nana qui commençait à mettre Polanski, machin, tout ça, tous des pédophiles, machin, tout ça. Je lui dis, est-ce que tu crois que tu sers quelque chose en les mettant en vitrine? Et à quoi ça sert? Enfin, et je vois, elle est thérapeute aussi, elle est hypnologue, et je lui dis, si tu avais un patient pédophile qui venait te voir, comment tu le recevrais? Est-ce que s'il venait pour dire, tu vois, là, je me rends compte que j'ai un problème, comment est-ce que tu le recevrais? Est-ce que tu serais capable d'aller chercher le pédophile en toi? D'accord? Qu'il n'y ait pas sage à l'acte ou pas. Hein. Je parle de pulsion. Est-ce que tu es capable d'aller le chercher en toi pour aller le regarder, pour aller faire bouger quelque chose chez l'autre? C'est ça toute la dynamique. À quel moment on croit, nous, qu'on est les gentils et que c'est les autres dehors, c'est les méchants? Enfin, peut-être, ouais, un coup sur deux. Bah ouais, comme au tennis, tu lances la balle, l'autre il te la relance, l'autre il te la lance, l'autre tu la relances. S'il n'y a pas deux personnes d'un côté du cours, il n'y a pas d'histoire, quoi. Je veux dire, dans les films, il y a toujours des gentils et des méchants. Hein. D'accord? C'est comme ça que c'est basé, hein, le système. Il est basé sur le fait qu'il y a un gentil et il y a un méchant. Et à la fin du film, normalement, le méchant, il va mourir. Et quand il meurt, ça ne nous fait rien. Par contre, si c'est le gentil à la fin du film qui meurt, on fait « Oh mon Dieu, c'est trop triste ». Ah, on s'est identifié qu'aux gentils, alors. Donc c'est-à-dire que dans notre existence, à nous tous, on s'est toujours comporté comme une victime. Ouais, le gentil, c'est la victime, hein, c'est le même, hein, d'accord? Mais à quel moment on va récupérer notre responsabilité d'être des bourreaux aussi? À quel moment on va la récupérer, celle-là? À quel moment on va récupérer notre responsabilité de vouloir être des sauveurs, et donc de créer des victimes pour pouvoir les sauver et leur prendre un peu de pognon au passage? À quel moment on va l'accepter, ce truc-là? Moi, j'ai compris le triangle de Karpman il y a 3 mois. Hein. 7 ans thérapeute, donc il comprend le triangle il y a 4 mois. À un moment donné, j'arrive et je me dis, dans le triangle, il y a le sauveur quand même. Hein. Moi, je suis le sauveur, bon, évidemment, hein, sinon tu ne fais pas thérapeute. Hein. D'un coup, je me suis rendu compte que la porte dans laquelle on rentrait dans ce triangle-là était forcément une porte positive. Et c'est parce qu'elle est positive pour nous qu'on y rentre par la porte du sauveur, de la victime ou du bourreau. C'est parce que la porte est positive qu'on y rentre. À aucun moment, on se fait piéger par l'autre. Hein. À aucun moment, il y a un pervers narcissique d'un côté et une victime non consentante de l'autre. Il y en a un, il a beaucoup besoin de recevoir de l'amour, et l'autre, il a beaucoup besoin d'en donner. Et c'est pour ça qu'ils se rencontrent. Sinon, ils se rencontreront jamais. Il est là le paradoxe. C'est de croire qu'à un moment donné, il y en a un en face, c'est le méchant, et moi je suis le gentil. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui peut se définir en disant, moi dans ma vie, il m'est arrivé de faire des trucs, je suis pas très fier. La plupart du temps, on se le revend en mode, ouais, mais c'est l'autre qui a commencé. Et c'est là où on est rentré dans le triangle. Là, ça dépend. Des fois aussi, tu as l'effet inverse, hein, culpabilisation, tout ça, où justement, tu vas prendre toute la responsabilité oui. alors que tu n'es pas sacrifice de tout ça. C'est la victime, c'est pareil. Oui, voilà, ouais. Ben, c'est la victime. C'est-à-dire que le côté positif, c'est que tu vas pouvoir en parler aux autres en t'en plaignant. Moi, tu te rends pas compte ce qu'il m'a fait. Non, c'est pas ça que je dis, c'est dire comme. Non, mais j'étais arrivé à la suite. Non, mais j'étais arrivé à la suite. J'ai tout pris pour moi, pour pouvoir ensuite m'en plaindre, parce que ça me réchauffe. Et c'est pour ça que c'est une porte positive aussi, la victime. Et le bourreau, c'est pareil. Le bourreau, il est posé sur, de toute façon, dans le monde, il y a les baisers et les baiseurs. Voilà, je suis pas un baiser. Donc il rentre dans le truc où de toute façon, avec l'autre, ça va être la guerre. Et comme ça va être la guerre, de toute façon, il sort les armes tout de suite, puisqu'il part du principe que l'autre en face, il est armé. Et dans son système, il a raison. Et il va vivre exactement, il va générer en face de lui exactement sa croyance. Elle va apparaître dans son système, dans son monde, elle va apparaître exactement comme il croit qu'elle est. C'est parce que je pose le adulte avec le consentant. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai pu être victime des adultes, mais une fois que je deviens adulte, le fait de ne pas accepter de faire quelque chose de positif de ça, fait de moi
un perpétuel enfant qui veut continuer à être protégé par un adulte et qui fait que je ne prends jamais la responsabilité de dire oui ou non à ce qui est proposé, et donc j'attends que ce soit l'autre qui propose. Je ne prends jamais la responsabilité de proposer ce que j'ai envie à l'autre au risque de le perdre. Et donc je suis toujours dans une quête, et alors souvent les deux adultes ont les deux enfants à essayer de faire comprendre à l'autre quelque chose sans jamais lui dire vraiment ce qu'on veut, pour que, au cas où ils disent non, ils disent mais je t'ai jamais dit ça. C'est toi là, pourquoi tu sais plus? Tu fais chier là, tu comprends jamais rien. Puis après on se plaint que l'autre il n'a pas compris. Quand tu veux des roses rouges, tu demandes des roses rouges. Tu dis c'est dimanche. Oui. Et tu penses quoi du paradoxe de celui qui veut ne jamais être victime et jamais être bourreau, ou qui fait attention à ne pas être victime et à ne pas être bourreau? Eh ben il l'est constamment, mais de façon inconsciente. Le truc, c'est que dès que tu refuses quelque chose, tu le mets en déni chez toi. Dès que tu le mets en déni, tu pars du principe que tu as la vérité, d'accord? Donc tu vas mettre en déni que toi tu te trompes, puisque toi tu sais. Donc à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, il a forcément tort, puisque c'est toi qui sais, et qui sait pas la même chose que toi. Mais non, mais si tu parles avec quelqu'un en faisant attention à ni le victimiser, ni te victimiser, et en faisant attention de ne pas reprocher, mais c'est-à-dire d'exprimer plus. Mais l'autre, il va t'emmener dans son propre paradoxe jusqu'à ce que tu sois obligé d'en aller avec le tien. Parce que tu peux avoir trouvé le centre, mais tu peux pas faire semblant d'être dans le centre. Quand tu fais semblant d'être au centre, tu es en train de tourner autour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu as trouvé le centre, quand l'autre il vient et qu'il te pose un paradoxe avec... alors attends, j'ai un joli paradoxe, c'est est-ce que tu veux venir avec moi au cinéma dimanche à 14h pour regarder tel film? D'accord? C'est clair. Et l'autre, il va te dire non, ou il va te dire oui. S'il dit non et que tu vas pas au cinéma, c'est que tu n'avais pas envie d'aller au cinéma avec lui. C'est que tu avais envie qu'il te prouve qu'il t'aime. Donc dimanche, au lieu d'aller au cinéma, vous allez vous engueuler. Essaye d'échapper à ça. Bah tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris là. C'est-à-dire que si tu regardes ce qui est dit consciemment, c'est des mots. Mais ce qui est vibré derrière, c'est des intentions. L'intention, c'est pas forcément d'aller au cinéma. Finalement, peut-être que l'intention, c'était que l'autre te prouve qu'il t'aime. Et que la solution que tu as trouvée pour prouver qu'il t'aime, c'était qu'il aille avec toi au cinéma. C'est-à-dire qu'il dise oui alors qu'il avait envie de faire autre chose. Si tu te renies toi pour venir avec moi, donc tu m'aimes. Bah, essaye de ne pas t'engueuler avec quelqu'un sur un système comme ça. Tu peux pas. Donc tu pourras essayer de faire attention à ne pas te dénigrer, à avoir des conversations, machin, enfin bref, tu pourras tout essayer. Dans l'autre, dans son paradoxe, il va t'emmener dans le tien. Et il va t'obliger à te positionner à un moment. Ça vous est tous arrivé, ça, non? Le dimanche au cinéma. On n'est pas obligé que ce soit un dimanche, hein, d'ailleurs. Hein. D'accord? Et du coup, vu qu'on est responsable que de soi-même, comment on peut savoir nos propres intentions, puisque je suppose qu'on les cache vachement bien? Parce que je pense qu'il y a un côté en nous qui voudrait qu'on ait juste proposé d'aller au cinéma dimanche. Et comment être plus lucide? Alors c'est toi qui as proposé le cinéma ou c'est toi qui as refusé le cinéma? J'en sais rien dans les deux cas. C'est vous qui avez posé le... Là je parle de purement théorique, donc les deux cas m'intéressent. Alors attends, je vais essayer de te l'illustrer, d'accord? Toi tu voudrais savoir ce qui se passe quand tu es arrivé là. D'accord? Alors que tu ne peux savoir ce qui va t'arriver là que quand tu seras arrivé là. Donc toutes les précautions que tu vas prendre dans ta vie pour que ton monde, que ton univers corresponde à ce que tu as voulu qu'il t'arrive, tu ne pourras le comprendre que quand tu seras là. Et tu pourras prendre toutes les précautions pour que ça t'arrive ou pour pas que ça t'arrive. Si ça doit t'arriver, ça t'arrivera. Et ça t'arrivera pour que tu puisses te positionner. Mais ta question était? Ma question était comment savoir les intentions, les réelles. De l'autre? Ou de soi. Ou de soi, parce que je suppose que l'autre, on ne peut pas savoir. Alors tu peux savoir les intentions de l'autre, bien sûr tu peux les savoir. Ah, d'accord, ça. Si. Ok. Si. Tu peux les savoir, tu peux pas savoir qui est l'autre, en globalité, d'accord? Par contre, tu peux savoir qui tu es avec l'autre. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, avec toi-même, tu es toutes les potentialités de ce que tu pourrais être, mais non exprimées. Tu commences à exprimer des potentialités de ce que tu es, uniquement au moment où tu rentres en contact avec un élément. Qui soit matériel, tu vois, je vais faire une connerie. J'étais en train de faire une potentialité de faire tomber le couvercle.
Et donc tu vas exprimer une potentialité de ce que tu es dès que tu rentres en contact avec quelqu'un. Et là, à ce moment-là, tu vas exprimer une part de toi. C'est comme si tu étais une bulle. Donc là, toi, tu es une bulle, moi, je suis une bulle. J'arrive et je vais poser ma bulle contre ta bulle. Ce que je vais voir de toi, c'est moi. D'accord? Avec mon filtre. Mais ce que je vais voir de toi est vrai. Il ne peut pas être faux. C'est pas pour ça que ça va te définir. D'accord? Mais c'est en partie toi. Et ça, je ne peux pas me tromper. Là où je peux me tromper, c'est de croire que toi, c'est pas moi. Mais si je sais que toi, c'est moi, c'est-à-dire que ce que je dis de toi, ce que je vois de toi, c'est moi, alors à ce moment-là, je ne peux pas me tromper parce que je me suis regardé. Je me suis crevé. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où je me regarde, au moment où je regarde les intentions, ce que ça me fait, comment je vibre, là, à ce moment-là, je peux connaître les intentions de l'autre. Ça ne définira pas toutes les intentions de l'autre, d'accord? Ça définira mon interaction avec l'autre par rapport à ses intentions. L'autre, il peut avoir l'intention de bien faire aussi, tout en faisant mal. Ou dans mon interprétation, ouais, tu le fais pour ça. L'autre, il dit, ouais, non, mais je le fais pour ça. Aussi, peut-être. Mais dans ce que moi, je vibre, ton intention, par exemple, elle ne me convient pas. Est-ce que c'est juste ou pas? Oui. Est-ce que c'est vrai? Non, parce que c'est pas défini. Tu vois ce que je veux dire? C'est une partie. J'ai pas l'impression d'être super clair. C'est un peu confus. Hein. Donne un exemple. C'est bien, ouais. Moi j'avais une idée. Si les personnes sont pas claires, je veux bien une retransmission. Non, mais par rapport à, tu disais, est-ce qu'on peut vraiment connaître son intention et tout ça? Je pense que même si tu le contrôles pas vraiment, tu vois, si tu vas essayer de faire ce que tu disais par rapport au cinéma, tu vas faire un coup comme ça. En fait, c'est un coup. Tu trompes l'autre en fait quand tu fais ça. Bah, tu te trompes toi-même au départ parce que tu le sais pas. Hein. Alors, ouais, tu pars du principe que tu le sais pas. D'accord. C'est ça la question. C'est une question sous-jacente. Peut-être que la première fois tu le sais pas, mais Après, peut-être que la deuxième fois tu le sais et que tu peux pas forcément le contrôler le deuxième coup non plus. Non, mais ça émerge petit à petit, c'est-à-dire d'abord tu le Je pense que subis. tu le sais à partir du moment où tu t'engueules avec la personne le dimanche. Voilà. Normalement, alors. C'est à ce moment-là où on se rend compte, ça émerge, j'aurais dû être au cinéma au lieu de m'engueuler avec cette personne. Et c'est à ce moment-là que d'un coup, ton expérience quand tu étais là et que tu te retrouves là, tu dis ah c'était pour ça. D'accord, ok. je saisis mieux. Tu comprends? Et au moment où tu y es, tu le sais. Alors après, évidemment, on a tous le droit d'être vierge une première fois, d'accord? Par contre, quand on continue à se prétendre ne pas comprendre, c'est-à-dire je fais la différence entre ne pas savoir et ne pas vouloir savoir. Donc il y a des fois où je parlais avec Virginie, et quand je lui dis tiens là regarde il y a ça, elle me dit ah bah ouais non mais non c'est pas ça. Attends. Que toi tu ne l'aies pas vu là au moment où tu le vis, ok? Mais maintenant après coup, que tu ne veuilles pas le savoir, c'est que tu veux rester inconsciente au mécanisme qui te pousse à faire ça pour pouvoir continuer à le faire. Parce que ça te plaît. Ou pas. Non, ça te plaît pas? Bon, bah ok, alors tu veux regarder ou pas? Alors, le mécanisme inconscient qui est mis en place, que je vois, d'accord? C'est un parmi 100 mécanismes. Hein. Mais celui que je vais voir, c'est quand même un, il est quand même vrai. D'accord. Alors après, on peut très bien ne pas vouloir le regarder celui-là et dire oui, mais il y en a d'autres. Oui, d'accord, mais là, c'est avec moi que tu causes, donc c'est celui-là que je vais bosser parce que c'est celui-là qui me parle. Je ne vais pas te parler d'un truc qui ne me parle pas. Et tu ne peux pas me parler d'un truc qui ne me parle pas. C'est absolument impossible. Sinon, on ne peut pas se croiser. Quand tu vibres toi, qui est du coup le miroir un peu de l'intention de l'autre, du coup, est-ce que c'est... au niveau du temps, en fait, ça se passe quand? Genre en même temps? Admettons, il y a le conflit, là, on parle d'un conflit, c'est un conflit. Et puis on sait pas quelle est l'intention de l'autre. Donc on va le savoir au moment du conflit, après, enfin c'est... Tu dis quand tu vibres, mais c'est quand est-ce que tu vibres en fait? Tout le temps. Tu es tout le temps en train d'avoir des émotions, enfin ça déborde. Oui, mais c'est par rapport à l'autre. Mais si admettons l'autre n'est plus là. C'est ce que je dis, quand tu es toute seule, tu es ta potentialité. C'est-à-dire que tu vas vivre avec tes problématiques, d'accord? Et tes problématiques à l'intérieur, les trucs non résolus qui sont souvent inconscients, ils vont se manifester sous plein de formes différentes. Si à ce moment-là, tu es en train de vibrer le besoin de te positionner par rapport à toi et par rapport à ton monde,
Tu vas avoir ta femme qui va te dire on va au cinéma dimanche et qui va t'emmerder, qui va te casser les pieds. Mais tu vas avoir dans la même semaine ton patron qui va te demander des trucs qui sont absolument impossibles à gérer. C'est-à-dire, Tu dans vas- ta tête. Non, dans ta vie de tous les jours, dans ce qui va t'arriver. Tu vas avoir sous différentes formes, sous 10, 15, 20, 100 formes différentes si tu veux, la même problématique qui va apparaître sous plein de formes, qui va venir te dire, bah tiens, là, t'as un truc à gérer, t'as un truc à comprendre, t'as besoin de te positionner vis-à-vis de toi. Tu peux le voir quand t'as envie, hein, ou pas. Et continuer à prendre un café avec une copine en terrasse et dire, ah là, tu te rends pas compte, mon patron, machin, puis mon mec, et puis nanana, et nanana, et nanana, tu dis, bah attends, c'est marrant ça. Ils ont tous la même problématique avec toi. T'es sûr que c'est pas plutôt toi qui as la même problématique avec tous? Oui, mais parfois d'en parler, ça nous. Non mais je suis d'accord. Enfin, c'est Mais parce regarde qu'on en comment, parle oui, que mais regarde comme on est totalement inconscient. ça revient. Regarde comme on est totalement inconscient au fait que on projette dans le monde, donc sur la matière, on va projeter ce qu'on a à travailler et qu'on est incapable de le voir. C'est pas bien ou mal, d'accord? On n'est pas en train de dire tu devrais le voir. Mais quand tu parles avec quelqu'un et que pendant une heure, il te parle constamment de la même chose avec tout le monde, c'est-à-dire que dans la même semaine, tout le ramène à lui, tout le monde lui fait vivre la même expérience émotionnelle, c'est qu'à un moment donné, le mec, il a un truc, il a un truc à comprendre avec cette expérience émotionnelle-là, il a récupéré la responsabilité de, dis donc, ce serait pas moi qui attire tout ça à moi. Et au moment où je me dis, ah mais c'est moi qui l'attire, attends, c'est pour comprendre quoi? Au moment où je me dis, ah c'est pour comprendre ça, pouf, ça se résout, et tu passes à un autre problème. Tu passes à une autre dynamique. Par contre, ça s'arrête jamais. Hein. Dès que t'arrives à un truc, il y en a un autre, hein, d'accord? Sinon, bah, ça sert à rien de venir faire l'expérience de jouer, quoi. C'est comme si le mec qui voulait jouer à un jeu vidéo et qui n'est plus jamais de méchant, il passe les niveaux, il se retrouve tout seul dans son jeu, il va finir par s'emmerder très très vite, quoi. Faut qu'il y ait de la baston, hein. Faut qu'il se passe quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on joue à ce jeu vidéo. Hein. Donc heureusement qu'il y a d'autres problématiques qui viennent. Et je suis en couple et j'ai la problématique de vouloir être tout seul, et puis je suis tout seul, j'ai la problématique de vouloir être en couple. J'ai du boulot, j'ai pas de temps, j'ai pas de boulot, j'ai du temps, mais j'ai pas de pognon. Enfin bref, tu vois, c'est jusqu'au moment où tu comprends le temps que tu as accordé aux autres, le temps que tu as accordé à toi, le temps que tu as accordé au fait de subvenir à tes besoins financiers, émotionnels, physiques. Et là, tu peux prendre du temps pour aller faire du sport aussi, et t'arrêtes de bosser comme un crevard pendant 12 heures par jour parce que tu as peur de dire à ton patron que tu as aussi une vie, tu vois. Ça, c'est bon ça. Mais ça, c'est des paradoxes à résoudre. C'est-à-dire que quand ça vient, quand l'autre il vient te demander tout le temps la même chose, il vient te demander de te positionner pour que tu te dises à un moment donné, stop. Récupérer ton espace vital et dire, bah là, à partir d'ici, là, ça c'est chez moi, tu rentres pas sans autorisation. Tu viens pas m'emmerder dans ce que je suis. Ça permet de partager d'égal à égal avec tout le monde, quel que soit le titre qu'on lui donne, quelle que soit l'importance qu'il ait l'impression d'avoir dans le monde. J'ai une question. Oui. Du coup, avec ce que tu viens de dire, on peut s'affranchir du triangle de Cartman. On n'est pas systématiquement bourreau, victime ou sauveur. Là, tu nous parles de conversation d'égal à égal une fois que tu fais ce travail sur toi-même. Ouais, mais tu peux pas ne pas y rentrer. Tu peux juste te rendre compte très vite que tu y es pour pouvoir en sortir. Oui, non, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas figé. Tu peux être à tour de rôle. Ah mais à tour de rôle, de toute façon c'est des chaises musicales, le triangle de Cartman. Mais pour pas rentrer dans le triangle infernal et pour pas commencer à tourner, c'est absolument pas possible. Enfin de là où on en est tous, là, moi le premier, non, je peux pas. Je sais pas faire. Ce que je sais faire quand on est dedans, c'est qu'à un moment donné, je me rends compte que je suis rentré dedans, quelle que soit la porte que j'ai utilisée, et plus j'arrive à me rendre compte rapidement que je suis en train de jouer à faire ou la victime, ou le bourreau, ou le sauveur, d'un coup au moment où je fais ah, attends, là à ce moment-là, ça s'effondre de lui-même. Hein. Le décor en pâte à mâcher, il tombe tout de suite. Juste parce que tu t'en rends compte. Ouais. Alors. Parce que des fois, tu peux t'en rendre compte, mais tu es acteur, enfin, tu es toujours dans la conversation, tu peux pas. Ouais, de la ouais, mais regarde, je vais te raconter un truc qui est très très drôle, tu vois, c'est ça. Je suis en train de parler avec quelqu'un et on a l'air de pas être d'accord. Et je me rends compte qu'on n'est pas d'accord sur des mots, mais sur le fond, on est absolument d'accord. Mais on joue tous les deux à boire du vin. On finissait la deuxième bouteille, ça devait peut-être aider à faire ça, on n'était pas d'accord. Mais oui, mais comment
fait pour faire l'amour avec les gens, quand on les touche pas, tu sais, bah, on parle, quoi, tu vois. Et puis quand on sait plus, quand on a peur de dire qui on est, on dit qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, ça entretient la conversation, on reste au niveau de la peau, mais on rentre pas dans l'âme. Bon. Mais quand même, on touche quand même, tu vois. Enfin, à un moment donné, on demande à l'autre d'être d'accord avec nous, alors que nous, on ne veut pas être d'accord avec lui, tu vois. C'est ça, là, on est bien prisonnier. Et donc là, on est en train de parler, d'un coup, je dis, on est en train de dire la même chose, là. Non, moi je l'ai dit mieux que toi. Il répète encore une fois pour voir. Bah ouais, on dit la même chose. Ouais, mais moi, les mots que j'utilise, ils sont mieux. Je dis, ah, ça y est, je sais. On est en train de dire la même chose, mais toi, tu le dis mieux que moi. Et tu me fais, ah oui, d'accord. Bon. Et ouais, je lui dis, je reconnais que tu as beaucoup plus raison, que tu lui dis beaucoup mieux que moi. Donc ça sert à rien que je t'explique mon concept à moi, avec mes subtilités, à moi, puisque apparemment, c'est les tiennes qui sont importantes à entendre pour toi, pour que tu puisses les reconnaître dans ma bouche. Ok, c'est cool. Super. Là, à ce moment-là, je reconnais que je suis en train de faire le bourreau, que je jouais la victime, et que je voulais le sauver lui-même. Et quand je reconnais que je suis en train de tourner à l'intérieur autour de moi-même, parce que la bouteille de vin m'a aidé à faire le tour du truc, au moment où je le reconnais, puis pouf, bon, on va se coucher. Voilà. Parce que ça n'a plus d'intérêt de jouer à ce jeu-là auquel des fois je pouvais passer des heures et des heures. Il n'y a pas de résolution de problème, parce qu'il n'y a pas de problème. Alors là, il n'y a pas de problème parce que c'est un jeu, d'accord. Mais combien de fois, en couple ou avec un patron, on est dans des... Enfin, tu regardes dans les entreprises, tout le monde se plaint du chef, mais personne ne se plaint au chef. Hein. Comment tu veux résoudre un problème? Tu es la victime, regarde comment il m'a parlé. Bah vas-y, va lui dire. Bah non. Quand tu vas affronter l'autre et que tu lui dis, voilà, ta conversation, ton truc m'ont pas plu parce que ça me met en porte-à-faux, parce que l'autre tu dis, oh, excuse-moi, j'ai pas vu. Même si c'est pas vrai. Mais d'un coup, clac, tu coupes le truc. Tu résous. Ah, pardon, c'était pour toi. Mais il y a une résolution au moment où on a la véritable discussion avec l'autre au sujet de la véritable problématique. Mais parfois, la véritable problématique, même pour nous, elle est cachée. Donc c'est très très compliqué de croire qu'on est en train de résoudre un truc, alors que parfois on est en train de taper à côté pendant des semaines et des semaines et des semaines, et on dit putain c'est marrant, j'arrive pas à le casser le truc là, c'est normal, tu tapes ici. Et on est incapable de voir parce qu'on est persuadé que le problème est en face. Quand tu commences à comprendre que de toute façon tu n'as qu'un seul problème, et c'est toi-même, et l'autre ça n'a jamais été un problème, au moment où tu commences à te prendre compte de ça à chaque fois, et ça c'est très compliqué à chaque fois, parce que moi j'appelle ça le débordement émotionnel. Dès qu'on est en plein débordement émotionnel, c'est fini, hein, le problème il est toujours à l'extérieur, ça ne peut pas être moi. Je ne peux pas moi-même avoir imaginé un jeu dans lequel je me sens aussi mal. C'est pas possible, ça ne peut pas être moi. Et pourtant, au moment où on est dans ce débordement émotionnel, en même temps paradoxalement, pour revenir sur paradoxalement, je suis en train de régler mon problème. C'est-à-dire que l'émotion, le truc que j'ai généré en face, qui fait que je me fais virer, ou que ma femme me quitte, ou qu'elle me trompe, ou machin, le truc que j'ai généré en face, qui fait que d'un coup, je ne peux faire que en vouloir à l'autre, le débordement émotionnel que ça va provoquer, c'est ça qui va me guérir. La douleur que je vais ressentir, c'est ça qui va me guérir. Je vais vous raconter une histoire. Je passe 6 ans dans une boîte. Je bossais 12-15 heures par jour dans cette boîte-là. Pendant 6 ans. Et je dois déménager parce que mon ex-femme elle est partie avec mes mômes, machin. Donc je demande une mutation. Puis la mutation ça marche pas. Enfin bref. Et ils me font l'honneur de me virer pour cause réelle et sérieuse. Donc 2 mois d'indemnité, du chômage, la possibilité de déménager parce qu'ils m'avaient filé de l'argent. Et la seule chose que je trouve à faire, c'est les foutre au prud'homme. Bah ouais, attends, j'étais bien payé, mais quand même, je bossais 15 heures par jour. Samedi compris, quoi, j'avais pas de vie de famille. Enfin, si j'avais une famille, mais je les voyais jamais. J'ai mis 3 ans, après avoir fait appel, pour me rendre compte que finalement, il m'avait rendu un immense service. C'est complètement con, hein. J'aurais pu le voir dès le départ. Sauf que j'étais totalement imbu de ma personne. J'étais totalement persuadé
de me dire, non mais quand même, tu te rends pas compte ce qu'ils me font à moi. J'ai des étoiles sur les épaules. Les cheveux longs. Hein. J'avais pas passé mes classes là-bas, j'avais pas. Hein, tout le monde était content de moi pendant 6 ans, on ne dévire pas comme ça. Non, c'était pas pour faute grave, hein, c'était pour cause réelle et sérieuse. Les mecs m'ont filé des indemnités pour que je parte. Et je les ai foutus au prud'homme. Comprenez le paradoxe? Quand j'ai résolu le oh putain, l'extérieur est venu m'apporter la solution à ce que j'avais besoin, parce qu'avec cet argent-là, j'ai pu déménager, j'ai retrouvé du boulot, je suis devenu directeur d'agence, donc j'avais encore de la promotion. C'était une boîte de merde, donc j'ai encore repris du pognon pour pouvoir les quitter au bout de 9 mois, pour pouvoir monter mon entreprise. Tout était absolument parfait. Mais j'imaginais que non, ils n'avaient pas assez craché. C'est Bibi qui a raison. C'est Bibi la victime. Et dommagez-moi. Voyez là. Et ce n'est que de l'énergie dépensée pour rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au prud'homme. Quand il y a une véritable. Il y a un véritable affront. Mais savoir reconnaître à quel moment on a envie de jouer la victime parce qu'on ne veut pas reconnaître à quel point c'est bénéfique, et savoir comment c'est bénéfique. Parce que ce qui est bénéfique parfois, c'est d'attaquer et de demander justice et réparation. Hein, d'accord? Mais c'est pas facile. Surtout quand on est vraiment la victime, on a la flemme généralement d'attaquer, on a envie de se. Enfin, ouais, quand on est vraiment. Ouais, parce que ça, Quand c'est de la lâcheté. Ouais. Quand c'est légitime d'aller au prud'homme, la plupart du temps, moi ça m'est arrivé et beaucoup de gens ne vont pas au prud'homme. Et quand c'est pas légitime. Enfin, ouais, je sais pas trop. Ouais, peut-être. Parce qu'on a envie de se débarrasser. Par expérience, je sais qu'au prud'homme, 90% des fois, quand tu es salarié, c'est toi qui gagne. Moi, j'étais parti de ce principe-là. Alors, par contre, après, quand j'étais à mon compte, tous les salariés qui m'ont mis au prud'homme, par contre, eux, ils ont tous gagné. Il y a juste le retour de ça. C'est ça la résolution, c'est quand on accepte qu'à un moment donné, l'extérieur a toujours beaucoup plus raison que ce que nous on croit. Dès qu'on arrive à identifier qu'on est en train de jouer le rôle de la victime, du bourreau ou du sauveur, quand on se rend compte de ça, bah là, à ce moment-là, pouf, ça s'effondre. Mais c'est émotionnel, hein. La résolution, c'est une résolution énergétique. Ce que j'appelle énergie, c'est de l'émotion. Il n'y a pas de guérison de notre histoire autre qu'une guérison émotionnelle. Si on n'accepte pas de libérer l'émotion, si on n'accepte pas de regarder ce qu'on ressent réellement, il n'y a pas de solution. On ne peut pas guérir avec sa tête. On ne peut pas guérir avec un concept. Un concept, c'est un truc qui est mort. C'est un truc qui est vrai uniquement parce qu'on n'y touche pas. Un concept est vrai tant qu'il reste dans sa tête. Quand on a une conversation avec quelqu'un qui me dit « on m'a dit que, j'ai lu que, machin », c'est du concept. Non, je te parle, est-ce que tu peux me vibrer un peu avec tes tripes? Ton premier cerveau, il est là. Si tu ne parles pas avec de l'émotion, si tu ne parles pas de toi, si tu ne parles pas de ce que tu as vécu, tu parles de rien. C'est quand on se raconte, quand on ose dire qui on est, et dire qui on est, c'est pas dire ce qu'on fait. Hein. C'est dire comment on a vécu ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire comment je l'ai résolu, comment j'ai transformé ce que j'ai vécu en quelque chose de positif. Comment cette sombre merde que j'ai pondue est devenue du fumier, et sur ce fumier, j'ai pu faire pousser des roses. Tant qu'on parle du caca, on ne veut pas voir qu'il y a une décomposition naturelle qui va se faire. Le but, pour nous tous, c'est pas d'arrêter de faire caca. C'est d'accepter qu'il y a une transformation, et d'accélérer cette transformation, de trouver le moyen d'accélérer pour pouvoir en faire du fumier, et que ce fumier puisse devenir du terreau, et que sur ce terreau, on puisse poser des fleurs. Il faudra bien l'enrichir, hein. Sinon il faudra bien l'arroser aussi. Et ça aussi, c'est de l'émotionnel. Et tant qu'on veut résoudre sa problématique avec des concepts, tant qu'on veut comprendre comment ça marche, pour pouvoir expliquer aux autres comment ça marche, tout en étant incapable de le faire marcher, et bien ce truc-là ne pourra jamais nous guérir.
On peut faire autant de formations qu'on a envie, hein, je parle de formations qualifiantes, pour devenir hypno, faire de l'EFT, de l'access bar, du machin. On pourra faire autant de formations qualifiantes. Tant que ces formations-là, elles sont là pour expliquer à l'autre que moi je sais, toi tu sais pas, ça ne marche pas. On ne peut guérir de rien. La seule chose qui va nous permettre de guérir, c'est d'accepter de ressentir profondément l'émotion, de rentrer en reliance avec l'autre, au plus profond de ce qu'on est capable de voir de nous chez l'autre. Et là, quand tu acceptes cette émotion, quand tu acceptes qu'elle vienne, quand tu arrêtes de la raisonner, quand tu arrêtes de vouloir la comprendre pour l'expliquer, la raisonner, c'est-à-dire être dans l'espace-temps, hein, d'accord ? Trouver une bonne raison. Quand tu étais petit, tu te fais mal, il y a ton père ou ta mère, ils disent pourquoi tu pleures. Et là, toi, tu pleures, parce que tu as une émotion. Et ils te demandent pourquoi tu pleures. Toi, tu es là, il faut des raisons alors. Puis tu grandis avec cette idée qu'il faut des raisons à tout ce qui nous arrive. Il faut pouvoir l'expliquer. Et à ce moment-là, dès que tu ressens une émotion, surtout les émotions négatives, et là, pourquoi ? Alors tu dis, t'es jaloux ? Bah non. T'es égoïste ? Bah non. T'es un peu voleur, non ? Non. T'es un peu manipulateur ? Moi, manipulateur ? Non, tu rigoles ou quoi ? Vu comment étaient mes parents, moi je le serais pas. Dis-moi. Alors, on ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que tu dis. Il y en a qui y arrivent. Non, je te jure. Ouais, certainement, certainement. En revanche, je pense que tu balances un petit peu la raison. J'en reviens à cette notion de paradoxe. On ne parlait pas du tout de la même chose, mais j'en reviens à cette notion de paradoxe. Un paradoxe, moi, tel que je le comprends, c'est par exemple le paradoxe du menteur. Si je te dis je suis un menteur, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est-à-dire, si je dis la vérité, que quand je dis que je suis un menteur qui dit la vérité. C'est absurde, c'est une absurdité. Bah, c'est parce que tu définis uniquement comme si tu n'étais que ça. Oui, enfin, on peut creuser après linguistiquement parlant et logiquement parlant l'énoncé, si tu veux. Sûr. Bon, là, on n'en sort plus. Mais tu règles pas le problème du menteur. Non, c'est que dans les deux cas, t'emmerdes. Le problème, bah, prenons un autre exemple, le paradoxe du barbier. Alors, où tu fais rentrer de la communication. C'est un barbier, c'est un exemple super connu, c'est un barbier qui est dans une compagnie avec des soldats, c'est militaire, etc. Et le capitaine lui dit, tu ne raseras, tu ne feras la barbe qu'aux gens qui ne la font pas eux-mêmes. Donc le mec, il va, il fait la barbe à tous les soldats, et puis il arrive à lui, il se dit, ok, je me fais la barbe, si et seulement si, je ne peux pas me la faire moi-même. D'accord ? Ça c'est un paradoxe logique, un paradoxe du langage. Pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, l'émotion, c'est absolument capital dans cette histoire. Mais il y a aussi le fait de pouvoir creuser enfin, tu dis un concept, ça sort de toi. Je pense qu'un concept, c'est utile, pragmatiquement utile. C'est-à-dire qu'une théorie, le pragmatisme, hein, c'est dire que est vrai ce qui est utile. C'est-à-dire que la théorie, tu la balances s'il ne te sert pas à faire ce que tu veux. Alors, mais ça change. Je vais t'expliquer pourquoi c'est paradoxal ça. Alors, je finis les deux trucs, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'émotion qui est absolument capitale, mais tu as aussi à un moment donné ce truc tranchant qui est de dire là c'est une connerie quoi. Oui, bien sûr. Mais alors, ça c'est parce que dans le causal, dans mon système, c'est pas que moi qui l'ai inventé, j'ai pu le dire quelque part, et puis après je dis que c'est moi, d'accord ? Bon. Donc, en haut, tu as Dieu, d'accord ? Et Dieu, c'est le concept. Donc, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est l'image archétypale. C'est l'image qu'on a. Je dis le mot Dieu parce que comme ça parle à tout le monde. Et chacun a l'image qu'il croit que tout le monde a aussi. Hein, d'accord ? Donc, c'est absolument faux parce que quand je pose ce mot-là, chacun croit qu'il a la même idée que moi, alors qu'on ne parle pas du tout de la même chose, les uns et les autres. Il n'y a personne qui a la même image de ce truc-là. C'est ça le concept. C'est-à-dire que quand je rencontre une nana et qu'elle me dit « Moi, dans le couple, j'aime être libre », si tu veux, tant que tu n'as pas été confronté à l'expérience de sa propre liberté, tu ne peux pas savoir ce qu'elle appelle liberté. D'accord ? C'est le concept de libre. Ouais, mais moi, pour moi, libre, c'est genre... Enfin, tu ranges tes chaussettes où tu veux. Ah non, moi, c'était plutôt « Je sors quand je veux ». Ah non, c'est pas pareil. Bon, c'est dommage, on avait posé le même mot. Mais le concept, lui, il était mort parce qu'il n'est pas existant. La seule façon de le rendre existant, c'est de le faire descendre dans l'expérience.
dans l'expérience, je dois forcément invalider le concept. Si dans mon expérience, le concept est vrai, c'est que j'ai lu un bouquin pour regarder comment on faisait, et après, pendant que je le faisais, je me demandais si j'avais bon. Alors que ce que je dois faire, c'est, je dois regarder comment c'est, je fais l'expérience, et quand je reviens, je me dis, ah, c'est marrant, j'avais pas du tout compris ça comme ça. Et là, à ce moment-là, je comprends ce qu'il y a derrière le mot. Quand Bouddha disait, ne croyez pas sur parole, faites l'expérience, il disait pas, ne croyez pas sur parole parce que je suis un con. Hein. Non, il disait, ne croyez pas sur parole parce que si vous essayez de comprendre les mots, vous comprendrez jamais le verbe. Vous comprendrez jamais la parole qui est derrière. Vous comprendrez jamais la vibration de ce que je suis en train de dire. Parce que la vibration est dans l'expérience. Donc quand je vis l'expérience, je reviens au concept, normalement, je ne dois pas comprendre la même chose que la première fois que je l'ai lu. Je me dis, ah, ça y est, j'ai compris, je suis illuminé, je suis un éveillé, je suis machin, ah, non. Normalement, il faut retourner dans l'expérience. Donc tu retournes dans l'expérience, et d'un coup, tu fais, ah, putain, j'ai l'impression que j'ai encore rien compris. Tu reviens et tu fais, ah ouais, si, ça y est, je viens de comprendre. Et tu peux relire 200 fois le même bouquin, si entre-temps, chaque fois que tu vas le lire, tu vis l'expérience, quand tu reviens et tu le relis, tu ne dois pas comprendre la même chose. Si tu comprends la même chose, c'est que tu n'as rien vécu entre-temps qui t'ait permis de comprendre autre chose. Et ça marche, hein, dans la Torah, ils disent, pour comprendre Dieu, Dieu se résume à une lettre. Mais cette lettre, pour la comprendre, il faut comprendre le mot. Pour comprendre le mot, il faut comprendre la phrase. Et pour comprendre la phrase, il faut comprendre le livre. Et quand tu auras compris le livre, tu auras compris la lettre. Donc, tu reviens. Mais la réponse était déjà sous tes yeux. Hein. Sauf que, un peu comme si tu faisais lire du Nietzsche à un enfant de 5 ans, il va te regarder et va faire, t'es gentil, quoi, tu vois. Ça marche pas. Et c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre d'avoir une théorie, parce que là, ce que je vous raconte, c'est que de la théorie, puisque moi, je l'expérimente, mais quand je vous la donne, si vous répétez mes mots en pensant que vous avez compris ce que je vous ai dit, sans comprendre que vous n'allez répéter que ce que vous avez entendu qui vous concerne, et que tant que vous ne l'expérimenterez pas, vous ne comprendrez pas que c'est vous. Donc, dans ces théories-là, je les donne parce que moi, je les ai vibrées, hein, elles sont là. Mais ce que vous entendez, vous l'entendez avec ça. Et vous l'entendez aussi en partie avec ça. La condition de savoir quand on l'entend avec ça, c'est quand on sait que c'est pour soi. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs. Le plus drôle, c'est quand on touche quelqu'un exactement là où il a besoin d'être touché pour pouvoir bouger, et qui dit « Non, là, je suis pas d'accord ». C'est dommage qu'il n'est pas venu, ton pote. Oh, il me faisait bien la conversation. Vous avancez. Oui, c'est vrai. Donc, évidemment, hein, entre le haut et le bas, entre Dieu et le diable, hein, entre l'expérience et le concept, eh ben, il y a la ligne du temps qui est qu'il y a le passé et il y a le futur. Et au fur et à mesure qu'on descend et qu'on fait la boucle, hein, quel que soit le sens dans lequel on veut tourner, dans cette boucle-là, on est en train d'expérimenter, on est en train de démonter le concept dans l'expérience. C'est là, justement... Et dans l'expérience, on refait les concepts. C'est là, justement, tout l'intérêt du paradoxe. Tu parles de Dieu et du diable. Le diable vient voir Dieu, il lui dit écoute Dieu, fais un rocher si gros que tu ne puisses pas le soulever. Ça, c'est un sacré paradoxe. Hein. Et c'est là, justement, où tu te mets à rigoler. Tu parlais du Bouddha. Et c'est là, justement, où effectivement, tu sors du concept pour voir que tout ça, toute la théorie s'effondre, etc., etc. Et ce qui te reste, effectivement, c'est le corps, et c'est l'expérience, et c'est la psyché, et c'est l'émotion, et surtout, c'est ton moi. Ton moi que tu peux ouvrir, etc., etc. Donc, effectivement, mais je recrée des concepts à chaque fois que je fais l'expérience, je recrée un concept différent. Voilà. Parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose sans le conceptualiser d'abord. Tout à fait. Mais conceptualiser une expérience, c'est largement plus rapide comme résolution de paradoxe que de vouloir copier-coller à ce qui est écrit dans un bouquin, parce que j'en ai rencontré plein, hein, des thérapeutes qui ont lu des bouquins super où ils disent on est tous un, tu sais. Ouais. C'est le sutra du diamant, hein. Le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pour ça que je l'appelle le Bouddha. Ça, c'est joli, hein. Ouais. Voilà. C'est un très beau paradoxe. Mais j'aime beaucoup le paradoxe où je rencontre une nana il y a quelques années qui me dit on est tous un, on est tous un. Je lui dis oh c'est marrant là, j'entends tu parles avec ta tête là, tu
tu sais pas ce que ça veut dire, le 1, le tout, le machin. Elle me dit, ah bah oui, j'aimerais bien faire une séance d'hypnose, je voudrais faire une régression dans les vies antérieures. Je lui dis, bon voilà, tu sais, ça colle pas avec le 1, parce que t'es 1 tout de suite là, tu peux pas être 1 dans les vies antérieures. Allez, supposons que ça existe, de toute façon, tu es en train de les vivre simultanément tout de suite. Donc, si tu veux, on en fait une pour tout de suite, quoi. Tu dois avoir des problèmes aujourd'hui. Mais si tu veux, on peut faire dans les vies antérieures. Si tu as 80 balles à filer, je vais te les prendre. Et elle me dit, bah, on va où? Je lui dis, bah là, sur Bordeaux, j'ai pas de cabinet, on va à une terrasse de café. Elle fait, bah non, tu te rends pas compte, il y a des gens quand même. Bah non, il n'y a pas des gens, on est tous un. C'est là où comment on veut être dans le concept et y rester, comment on a envie d'imaginer qu'on a compris un truc parce qu'on est capable de le dire et qu'on va le bazarder à tout le monde en mode moi je sais, oh là là, moi je suis arrivé, je suis au-dessus de vous, c'est moi le meilleur. Et comment ensuite, quand on est confronté dans l'expérience à devoir le vivre, comme quoi on ne sait pas quoi. Il y a des gens, ils ont oh, c'est marrant, l'exemple est venu et il est reparti. Il y a des gens, ils ont tout compris sur le polyamour. Ils ont lu 20 bouquins, mais ils n'ont jamais expérimenté une triangulaire. Ils n'ont jamais expérimenté de dire à leur nana, coucou, ce soir je sors, là, j'ai rencontré une nana super sympa, je vais voir ce que ça donne, et puis je te la présente demain si ça va bien. Mais ils ont lu 20 bouquins. Ils sont capables de faire des dissertations de 4 heures là-dessus, tu vois. Et quand ils parlent, tu sais très bien qu'ils sont posés sur aucune expérience. Tu fais waouh, mais c'est génial. Et là, on sent bien que tout à l'heure, je parlais de contraction de l'espace-temps. Là, tu sens bien qu'il y a une dilatation quand même. Là, il y a du savoir qui est étalé, mais il n'est pas posé sur l'expérience. Maintenant, s'il fait l'expérience de le faire, le lendemain, tu lui dis tiens, vas-y, parle-moi-en. Il va me dire oh là là, attends, les bouquins là, ils vont se compresser en 2 pages. Là, il va te parler d'un truc, ça va être très concis. Oh putain, c'était chaud. Et ça suffira largement à expliquer le concept de l'amour inconditionnel et dire, bah tiens, on n'y est pas. Hein. On n'est pas tous un. Non, 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 non. Il y a les péteux et il y a le monde. Comprenez la dynamique? Bon, bah voilà quoi. Du coup, on n'est pas tous un quoi. Alors, du coup, on est tous une partie du tout qui apprend à se reconnaître. Et le 1, c'est avant le Big Bang, le tout, c'est à la fin. Tu vois? C'est la dispersion de la matière, la création des formes différentes, et au fur et à mesure que les formes se diversifient, et donc il y a de plus en plus de diversité, donc il y a l'herbe, l'animal et l'humain, par exemple, pour en prendre que 3. Et quand à un moment donné, l'humain, dans sa conscience de lui-même, est capable de regarder l'intérieur et de voir qu'il est aussi le brin d'herbe, là, à ce moment-là, il retourne à la totalité. Mais il ne peut pas retourner à l'unité. Il retourne à la totalité. L'unité, c'est quand tout est pareil. La totalité, c'est quand tout est semblable. Et la totalité, c'est quand tout est pareil. C'est-à-dire que je sais que je suis aussi ça, sous des formes différentes. Mais c'est dans un espace-temps différent. Tu vois? Un, tout. Et nous, on est quelque part par là, en train d'essayer de trouver un sens logique à tout ça. Mais ça, c'est pareil, c'est que du concept. Bon, alors c'est sous LSD que je l'ai trouvé, celle-là, mais bon, faut pas le dire à tout le monde. Hein. Mais quand tu te rends compte que ce qu'on appelle les extraterrestres, bah, ils viennent pas de loin, mais ils viennent de longtemps, parce que tu comprends que loin et longtemps, c'est au même endroit. Et que donc, c'est peut-être quelque chose d'il y a dans très longtemps qui a trouvé comment créer une faille dans l'espace-temps et qui est capable de pouvoir se balader comme nous on se balade dans l'espace, eux ils sont capables de se balader dans le temps. Parce que c'est la même chose. Et donc là on peut sortir des théories tous les boulons où on croit qu'ils viennent nous visiter réellement avec des vaisseaux spatials en tous les boulons. C'est plutôt un concept intérieur, l'extraterrestre, ou l'OVNI plutôt que l'extraterrestre. Et là on peut commencer à regarder où des doubles du futur viendraient nous apporter des informations dans le présent pour nous permettre de réaliser leur futur. C'est sur la synchronicité, quand il y a une faille comme ça, c'est qu'à un moment donné, on est capable d'accepter qu'il y ait quelque chose de légèrement différent qui vienne. C'est des concepts qui sont complètement abstraits. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut absolument pas me croire.
Je suis même pas sûr d'être tout à fait d'accord avec toi sur ce genre de sujet. Mais Ça s'expérimentera. Ça s'expérimente. par rapport à ce que tu dis, en fait, tu dis par exemple, ton pote là qui a trouvé 600 euros, 600 francs dans son enveloppe, tu dis ça peut poser question de est-ce que c'est pas une volonté? C'est ce que tu dis, c'est ça, on peut se demander à un moment donné s'il n'y a pas voilà, l'existence de Dieu, etc. Et en fait, si tu regardes le truc à plus petite échelle, quand on parle de la volonté humaine, par exemple, qu'on croit avoir voulu ce que l'on est, on se rend compte souvent que c'est des populations de neurones qui vont réagir de telle ou telle manière et qui vont nous amener à avoir telle réaction, donc telle volonté, entre guillemets. Et donc on voit bien qu'une volonté dans un être qui est un comme moi par exemple, elle est possible grâce à un ensemble de mécanismes qui font émerger une réaction. Donc c'est pour ça que je me disais, il y a peut-être une histoire de volonté avec cette histoire d'argent aussi, dans le sens où même nous-mêmes, on ne peut pas vraiment prétendre vouloir uniquement par une cause, tu vois. Par un endroit fixe. Alors, la volonté, c'est quelque chose Mais vouloir et volonté, c'est pas, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Tu peux vouloir quelque chose, y mettre énormément de volonté. Je fais par exemple dans la sémantique, il y a volonté, il y a intention et il y a lâcher prise, d'accord? La volonté, c'est 90% d'effort pour 10% de récompense. L'intention, c'est 10% d'effort pour 90% de récompense, et le lâcher prise, c'est 100%. Mais alors, le lâcher prise, c'est le genre de truc que tu peux pas choisir, d'accord? Tu peux te dire, je pose une intention dans le futur, voilà, je voudrais que, et ensuite presque tu laisses faire. C'est-à-dire que quand je te dis que tu laisses faire, ça veut pas dire que tu fais rien. Ça veut dire que tu restes attentif, dans le moment présent, à tout. C'est-à-dire, par exemple, on va poser une intention de dire, on veut déménager avec Virginie, on veut trouver plus grand, d'accord? Et on pose l'intention. Évidemment, on fait un peu de recherche, mais au bout de 3-4 coups de téléphone, on dit, bon, ça va venir. Et là, à ce moment-là, quand on rencontre Chloé, et qu'elle dit, ah tiens, machin, Manou, elle veut déménager, on dit, elle veut déménager. Attends, tu vois, c'est peut-être une piste. Mais parce que on est attentif à exprimer notre besoin aux autres, et on est attentif à la réponse que l'autre va nous donner pour savoir si c'est bien une piste du futur qui vient vers nous. Et donc là, on peut le créer. Mais ça sort de la volonté. La volonté, c'est comme tu veux arrêter de fumer, vas-y. Bah, 90% des gens qui arrêtent de fumer par la volonté retombent dedans à un moment ou à un autre. Parce que la volonté n'a jamais permis de résoudre une seule problématique. L'envie, oui. La volonté, non. Mais là, j'ai utilisé de la sémantique, on est d'accord. Mais la volonté de vouloir, croire qu'on est plus fort que ce qui nous arrive, que ce qui nous meut réellement profondément, ça ne marche pas. Quand tu as besoin de fumer parce que tu as besoin de fumer, tu seras jamais non-fumeur, tu seras fumeur abstinent au mieux. Okay. Tu vas compenser avec l'alcool, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as besoin de gérer un truc. Oui, bah c'était... Enfin, je voulais te parler par rapport à... Donne-moi un exemple. À l'expérience, justement l'expérience que tu parlais de ton pote. Non, toi. Le moi? Non. Non, mais là, j'avais pas en tête, j'étais vraiment parti là-dessus sur ma réflexion. Ouais. C'est parce qu'il lâche prise sur le fait qu'il n'a pas de bagnole, il pourrait dire, j'ai pas de bagnole, je vais pas bosser. Il dit, je vais bosser quand même. Donc, chez lui, il y a un truc qui craque. Ou, dans son expérience, sa bagnole, il en a vraiment besoin pour aller bosser. C'est posé sur un vrai besoin, pas sur une volonté. Parce que c'est posé sur un vrai besoin, et qu'il lâche prise en allant prendre quand même le bus, que d'un coup, là, à cet endroit-là, il y a la solution. Est-ce que tu penses qu'il l'attendait à cet endroit-là? Non. Alors après, quand on dit, ah bah attends, mais moi je veux que ça m'arrive les synchronicités, donc comme je veux que ça m'arrive, je vais être tout le temps attentif, mais je vais attentif uniquement à ce que je crois vouloir et de la façon dont je crois que ça doit venir. Donc ça ne peut pas venir. Il y a 2 ans, on cherchait un MAS, on a été habité sur Orange 1 an. Alors Orange, je ne sais pas si vous connaissez, faut pas y... Bon bref, non, j'ai pas aimé. Donc on prend un MAS de 250 mètres carrés, on n'a pas une rondelle d'avance. Pas une.
et on prend un loyer à 1200 balles, donc il faut plus le mois de loyer, 2400 balles, on n'a pas une rondelle d'avance quand on va visiter la baraque. Et on les a trouvés. Et pas en faisant 12 000 séances, en agrandissant le truc, rien. Je ne sais pas comment on l'a fait, mais on a réussi à le faire. Parce qu'au moment où ton attention, elle est suffisamment intense sur un objectif, et que tout ton objectif, il est basé sur ce truc-là, tout l'univers concourt à te donner. Et à la fin, on n'a pas fait de... On ne sait pas comment c'est arrivé. Hein. La plupart de l'argent, ça n'a pas été en travaillant. Mais on l'a généré. Et si tu veux, pour la synchro, en plus, on avait visité 5-6 baraques avant. Donc à chaque fois, ça nous permettait d'ajuster nos envies, tu vois. Ouais, j'ai supprimé la piscine dans ma liste d'obligations. Et donc on trouve ce truc-là où on a vécu une vraie belle expérience de merde en plus, hein, pendant un an. Hein. Mais c'est exactement l'expérience qu'il nous fallait pour pour vraiment se modifier sur un truc qui était hyper gros chez nous et qu'on voulait pas aller voir. Ouais. C'est-à-dire que c'est uniquement quand on a quitté cette baraque qu'on s'est un peu séparés pour pouvoir se retrouver. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que depuis des années, je disais à tout le monde, mais tu te rends compte, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Une petite vie de famille, une maison, un jardin, un chien, machin. Et d'un coup, je regarde le truc et je me dis, attends, c'est ça, il y a 2 chiens, une baraque. Ah ouais, non, c'est ça. Je suis en plein en train de vivre le truc que je critique en disant, regarde, les gens, ils veulent que ça. J'en avais encore plus envie que les autres, hein, sinon je pouvais pas le voir, tu vois. Et ben au moment où je le vois, je me dis, oh merde, non, mais attends, non, non. J'avais besoin de faire l'expérience pour pouvoir accepter que les autres en aient envie. Mais ça répond à ta question ou pas sur le paradoxe? Si tu attends que les choses arrivent exactement comme tu crois, c'est-à-dire que parce que je t'ai dit que lui il a trouvé 600 balles dans une enveloppe, tu vas regarder par terre pour voir si tu vas des enveloppes, ça t'arrivera jamais. Je vais te raconter une histoire tiens, que j'ai vécue, ça m'est arrivé 4 fois, d'accord? Donc c'est une constante. La première fois que ça m'est arrivé, donc je travaille sur le lâcher prise, sur les synchronicités, sur le fait qu'il y a quelque chose en toi qui sait mieux que toi ce que tu as à faire, ce que tu as à dire, ce que tu as à vivre, et qui te dit vas-y, lâche, arrête d'être dans la volonté. Là. Si tu laisses faire, je te jure, ça se fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus justement. Mais c'est pas évident, d'accord? Je suis au bureau de tabac en train d'acheter mes clopes, et d'un coup, je me dis, oh mais tiens, je suis en train de regarder un jeu de grattage, je me dis, tiens, si j'achetais un jeu de grattage. Et je me mets à chercher. Puis bon, avec mes pérégrillations, mes concepts, mes idées, d'un coup je me dis, mais attends, t'es con ou quoi? C'est celui que tu es en train de regarder pendant que tu penses à autre chose que tu dois choisir. Parce que c'est celui-là qui est en train de t'appeler. Je gratte 10 balles, je me dis, wow, génial, donne-moi un autre. 0. Bon, ok. Deuxième expérience, je suis devant et d'un coup je me dis, ah bah tiens, regarde, mes yeux étaient en train de se poser là-dessus, tiens, redonne. Tac, je gratte 20 balles, je me dis, ah c'est génial, redonne encore un autre. Et à chaque fois que je me dis, je vais y aller en essayant de lâcher prise, à chaque fois, 0. À chaque fois que je suis devant et que je me dis, ah bah tiens, donne-moi celui-là, à chaque fois 10 balles ou 20 balles. À chaque fois. Parce qu'à ce moment-là, tu laisses les choses venir à toi, et surtout en plus, j'y pensais quand ça m'arrivait, c'est quand j'en avais pas besoin. C'est-à-dire que quand j'en avais besoin, d'accord, je vibrais, il m'en manque, donc qu'est-ce que l'univers t'apporte? Bah t'en as pas. Puisque tu vibres, il t'en manque. Tu veux, t'as pas ce que t'as pas, donc t'as pas. Si t'en as pas besoin, bah tu peux toujours en avoir plus. Tu vois? Mais ça, c'est parce que là, tu prends des notes parce que tu veux comprendre le concept. Parce qu'elle aime bien. Allez. Dans la question, c'est je veux comprendre de quoi il s'agit. Alors que c'est ce que tu pourrais expérimenter, c'est plutôt comment je me sentirais le jour où ça m'arrive. Et te demande pas comment. Et là déjà ça change un truc. Mais c'est super compliqué d'accepter que c'est par nous que ça passe, mais que c'est pas nous qui le maîtrisons. Ça nous est arrivé tout à l'heure. Ça nous est arrivé tout à l'heure. Il m'a dit comment il va Thomas. Et Thomas m'a appelé.
Et après, je lui ai dit, je suis avec Victor. Il me fait, oh, je pensais à Victor. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Mais regarde, quand tu joues de la guitare dans la rue, au moment où tu es en train de te dire putain, il faut que je fasse du pognon, ça vient pas. Au moment où tu commences à prendre plaisir à jouer, tu te dis je m'en fous. D'un coup, cling, 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 et ça tourne tout le temps. Tout seul. Dès que tu lâches le truc et que tu es en train de faire ce que t'aimes, devant les gens, tu as ton chapeau, tu laisses faire le truc, au moment où tu laisses faire, ça se fait. Si d'un coup tu es là en train de te dire putain, pourquoi personne me donne, bah ils donneront pas. Hein. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu étais là pour jouer de la guitare et pas pour faire du pognon. Au moment où tu te rends compte que tu es en train de faire ça parce que c'est ça que tu as envie de faire, d'un coup ça vient. C'est juste ou pas ça? Oh, Michette. T'as encore besoin de lâcher prise. Si tu veux prendre ma réponse. Hein? Non mais en gros, c'était... En gros, c'est vrai. Effectivement, après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Enfin, évidemment, je fais que des Parce généralités. que tu peux lâcher prise, mais enfin, faut être reposé aussi, quoi. Si t'es reposé et que tu penses à la thune, si t'es reposé, que t'es en forme et que t'es là à chaque pièce, t'es là, yes, yes, ou que t'es là, putain, ça marche pas, je me casse. Mais tu fais 10 balles ou 15 balles en fonction de ce que tu as besoin, ça va être beaucoup ou pas beaucoup. Donc forcément, c'est pas parce que ça tombe, ou pas d'ailleurs, que tu es en train de vibrer le plus. C'est dans l'état d'esprit, est-ce que je suis en train de faire ce que je fais parce que j'aime, ou parce que j'attends de façon disproportionnée une récompense par rapport à ce que je donne. Si ce que j'attends c'est une récompense, elle ne sera jamais suffisamment importante. Donc tu es dans une volonté où je dis c'est 90% d'effort et 10% de résultat. Mais c'est la prise de conscience de ce truc-là, c'est-à-dire la création de ce concept-là, qui fait que dans l'expérience, il doit être abandonné. C'est-à-dire que je dois le réaliser tellement que pour pouvoir en reparler, il faut que je me reconnecte avec ça. Là, aujourd'hui, je te dis, je sais comment ça marche, mais aujourd'hui, je suis incapable d'aller acheter un ticket gagnant. Truc. Je suis incapable. Si un jour ça se fait, ça se fera malgré moi, ça se fera par moi, mais malgré moi. Je suis absolument incapable de pouvoir le maîtriser. Comment tu peux établir un lien de causalité entre ton intention et le ticket? Le ticket, il va pas changer, il est déjà là, il était déjà là avant toi. Bien sûr. Et donc il va pas changer en fonction de si tu le veux gagnant ou si tu le veux perdant. Quand tu tires à l'arc, la cible elle est déjà là. Oui. Le fait que tu tapes le centre ou pas, c'est parce que tu lâches prise et que tu laisses faire la flèche. Si toi tu veux qu'elle y aille, elle n'ira jamais. Par contre, si tu la laisses faire, elle sait où elle doit aller. Ouais, Mais je te suis pas trop sur ce côté. C'est pareil, il y a autant de tickets qu'il y a de bandes dans une cible. Si tu veux, parce que c'est des objets, c'est ça? Si tu laisses faire, ça se fait. Il y a un très bon truc pour ça, tu peux taper sur internet, ça s'appelle le paradoxe du chat de Schrödinger. Tu connais, c'est un physicien. Oui, j'ai connu. Le chat est mort. Il est mort et vivant en même temps. Il est ou mort ou vivant, tant que tu n'as pas ouvert la boîte, tu ne peux pas savoir. Et c'est l'intention que tu vas mettre, c'est-à-dire c'est le lâcher prise, c'est la détente que tu vas mettre dans ce qui t'arrive. Si tu mets un poids extraordinaire dans le fait de réussir ta vie, et réussir ta vie, ça doit passer par avoir beaucoup d'argent, une grande maison, une femme, des enfants, qui soient polis, qui soient bien élevés, d'en faire des petits bourgeois, machin. Si tu mets toute cette pression-là sur tout ce que tu vas faire, tu vas mettre énormément d'efforts pour contrôler tout ton monde, et ça va craquer de partout tout le temps. Si d'un coup tu dis, moi, être heureux, c'est me lever le matin et avoir envie de faire ce que j'aime, il y a de grandes chances que tu arrives beaucoup plus facilement à être heureux que celui qui a mis tellement de trucs en place pour pouvoir prétendre à un moment donné dire, là ça y est, maintenant que j'ai tout, je suis heureux. Normalement ça se moment-là tu dis non. Mais bon, tu voulais dire un truc. Oui, c'était une question. Vas-y. Est-ce que tu sais pourquoi la synchronicité arrive, je parle avec les autres, pas tout seul, arrive plus souvent avec certaines personnes et pas d'autres? Même parfois sans connaître bien. Ouais. Alors, une synchronicité, normalement, tu dois obtenir. C'est souvent avec des gens que tu ne connais pas. Parce que, imaginons que tu as un problème, d'accord? J'aime bien dire ce truc-là. Moi, quand j'ai un problème, je ne demande pas à mes amis.
Parce que si je demande à mes amis, ils vont toujours m'apporter la même réponse conditionnée par rapport à un problème. Si par contre d'un coup je dis bah, j'ai un problème, je ne demande pas à mes amis, je suis obligé de faire un effort d'imagination pour imaginer que la solution se trouve ailleurs. Et là à ce moment-là, je ramène à moi des gens, des objets, des façons de penser qui sont en dehors de ma problématique et qui vont me permettre de la résoudre. Si à chaque fois qu'il me manque 50 balles, je demande toujours à la même personne 50 balles, et qu'il me file tout le temps 50 balles, je vais toujours avoir besoin de 50 balles. Parce que je sais que lui les a. Et qu'il va me les donner. Si d'un coup j'accepte de ne pas lui demander les 50 balles pour pouvoir trouver d'autres façons de les générer, à ce moment-là je vais trouver une solution à laquelle j'aurais jamais pu penser, qui va m'être apportée parce que justement je refuse de faire tout le temps la même chose. Et là à ce moment-là, ploum, ça vient. Mais c'est forcément avec quelqu'un que je ne connais pas. Qui va me porter une solution à laquelle je ne pouvais pas penser de façon causale. C'est intéressant, mais c'est pas du tout ce à quoi je pensais, mais en effet. Alors pardon, vas-y. Non, mais c'est moi qui me suis ça m'a porté notre. Il y a des personnes comme ça, instinctivement, on va s'en rapprocher. Et avec qui ça va être, du coup, tu parlais d'alchimie. Et il va se passer plus de synchronicité qu'avec d'autres. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai expérimenté ça en tout cas. Je pense que d'autres personnes aussi. Enfin, je sais pas. Et il y a des personnes avec qui, au contraire, je voulais savoir est-ce que. Et pourtant, en dehors de la relation, si elle est bonne, il n'y a pas de bon ou mauvais, mais même Oui, non, elle peut être désastreuse. Ça peut être agréable ou désagréable en tout cas. Ouais, voilà. Je parle pas de la nature de la relation. La relation, si elle est évoluée ou non. Je parle il y a des personnes comme ça avec qui on va être facilement connecté. Même souvent, la relation est désastreuse, mais instinctivement, il va se passer plus de synchronicité. Et moi, ça m'est arrivé en tout cas. Pourquoi? Je sais pas. Avec d'autres personnes. Pourquoi? Alors, je pense pas que là-dessus on peut poser le mot synchronicité. C'est un petit peu comme quand il y a des on se intrications. tire vers le haut. Oui, il y a des intrications l'un avec l'autre, parce qu'on ne rencontre jamais personne par hasard. Donc, comme c'est pas par hasard, on va regarder en miroir l'autre, comme que ce soit un miroir ou un miroir inversé. Que ce soit un miroir ou un miroir inversé, ça va nous parler de nous, ça va nous parler à nous aussi. Donc forcément, oh putain c'est trop drôle quoi ce que tu me racontes, j'ai vécu la même chose. Bah évidemment, t'es là pour me rappeler ce truc là pour que je puisse le revisiter. C'est pour ça qu'il y a autant de cohérence. Je prends souvent cet exemple-là pour te rendre compte à quel point on ne voit le monde que par rapport à ce qu'on a besoin de voir et ce qu'on est capable de voir. Mais si tu descends la rue du centre-ville et que tu cherches un petit jean parce que tu as envie de te faire belle, je sais pas quoi, machin, tu vas descendre, tu vas regarder que les magasins de fringues pour nana. Et puis tu arrives en bas à la place de la Comédie, paf, tu te fais mal à la cheville, tu dis ah merde, putain merde, je vais avoir besoin d'un peu de Saint-Ol, est-ce qu'il y a une pharmacie? Tu te dis attends, par là où je suis passé, je sais pas si j'en ai vu une ou pas. Et quand tu remontes, tu te rends compte qu'il y en a 3. Tu dis ah bah merde, tiens, je les avais pas vus. C'est normal, on n'avait pas besoin. Donc quand tu as besoin de quelque chose, et on a toujours des besoins émotionnels là, puisqu'on déborde d'émotions, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se coller avec des gens en face qui vont être dans cette même vibration émotionnelle, et on va se rencontrer pour aller se confronter à cette relation. Alors soit ça va générer de l'émotion positive si on est capable de la supporter avec l'autre, et de savoir libérer cette émotion de façon positive. C'est cool, sinon c'est pas grave, tu rencontres l'autre, tu te frites avec, ça va générer des émotions, et de toute façon ça va les libérer. Le but c'est d'avoir des émotions. L'univers s'en fout qu'elles soient positives ou négatives. Le but c'est de réussir à avoir des émotions, à accepter de les faire sortir. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de friction, parce que la plupart du temps, on est quand même beaucoup plus capable d'accepter d'avoir des émotions négatives que d'avoir des émotions positives. Tu rencontres une nana, elle dit oh ouais, il me plaît bien, machin, là, ou un mec, oh il me plaît bien, machin, là, t'as envie de l'avoir, tu sais, c'est positif, t'as envie. Et puis d'un coup, le mec il va un peu trop vite, tac, il t'embrasse. Et là tu fais attends, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, ça y est, t'as peur, c'est fini, c'est mort. T'étais à plus 5, tac, t'es à moins 5. Et là où c'était positif de rencontrer l'autre, d'un coup, le fait de croire qu'il y a un engagement dans le temps, dans la durée, machin, il y a une étiquette à coller sur on est en couple ou je sais pas quoi, d'un coup, paf, ce truc devient une contrainte sociétale,
Et là, à ce moment-là, le plus 5, pouf, se retourne en moins 5. Et d'un coup, oh, on dit, ah, non, je peux pas. Et donc là, toutes les émotions positives qu'on avait au départ de vouloir quelque chose, elles se transforment en négatives. Mais c'est pas grave, parce que le but, c'est d'avoir les émotions. Et le truc c'est peut-être aussi d'accepter, enfin j'en suis même sûr, je dis peut-être, mais c'est d'accepter d'avoir des émotions négatives. C'est-à-dire, tu sais, quand tu es toujours dans les émotions positives, tu es un peu con quand même. Hein. Toujours comme ça. Ah oui, bien sûr, oui. Tu vois. Donc c'est pouvoir les accepter, pouvoir les vivre. Et ça, c'est un gros travail. Pour que la colère ne devienne pas de la violence, que la tristesse ne devienne pas du suicide, etc. ou de la neurasthénie. C'est un gros travail. Bah, le truc, c'est que quand la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on retient les émotions négatives, on les retient et par-dessus, on voudrait mettre des émotions positives. Voilà. C'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir manger ce qu'il y a dans la marmite sans avoir besoin de défaire la pression. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va rencontrer des gens qui vont être dans une surexploitation des émotions positives pour cacher l'émotion négative, c'est-à-dire qu'il faut un peu de pchit de temps en temps, là, donc il y a un peu de vapeur et ils pensent qu'ils sont... Voilà. Mais sans jamais réellement libérer l'émotion négative. Le plus compliqué et ce qui nettoie, c'est... en alchimie, on parle d'œuvre noire, d'œuvre blanc et d'œuvre rouge. Hein. Dans l'œuvre noire, c'est aller regarder vraiment, de mettre le nez dans son putain de caca. Hein. Et la plupart du temps, on voudrait passer cette étape-là, et arriver tout de suite dans une espèce de béatitude tranquille où tout nous va bien, hein, c'est pas possible. Il y a un moment où il faut aller regarder tout ce que... il y a quelques mois, je sais plus ce qui m'est arrivé, où je me suis rendu compte que je forçais encore un peu trop mes émotions et que je les rationalisais encore beaucoup trop. D'un coup, je me suis dit, ah bah attends, tiens, fais le jeu d'aller regarder ton émotion. Et là, il m'est arrivé un truc, mais c'est génial, parce que c'est vraiment de l'expérience. Hein. Je me rends compte que je suis profondément jaloux, là où j'avais posé un non. Moi, je suis capable, je peux raisonner le truc, machin. Et d'un coup, elle me submerge, mais comme un truc, c'est un torrent de boue. Et ça dure, quoi, 1 heure, 2 Bon, 2 jours, c'est ça que je veux dire. Bon. Mais au bout de 2 jours, tout ce torrent que j'ai accepté de laisser sortir sans le raisonner, sans me dire oui, mais il n'y a pas de raison, mais pourquoi, machin, juste d'accepter que l'émotion soit là. D'accepter de la donner et lui dire c'est moi, hein, c'est que moi, c'est pour moi. Et ben, au moment où elle est sortie, ce truc-là est passé et il s'est transformé pour pouvoir me permettre de regarder quelque chose que j'aurais jamais pu voir sans ça, c'est la rivalité avec les hommes. Parce que la jalousie, elle est posée sur la rivalité. Mais comme quand on se croise dans la rue, on s'ignore et on se regarde pas, on se check juste comme ça du regard là, pour faire genre t'en es une plus grosse que moi ou pas, est-ce que je peux te la mettre ou pas, puis après on regarde plus. Donc pour pouvoir aller regarder ça, il fallait d'abord aller accepter l'émotion. Et ensuite, quand je rentre dans ah dis donc il y a de la rivalité, d'un coup je suis capable d'observer qu'à chaque fois que je vire, que j'arrête de regarder, ce que j'essaie d'éviter, c'est une profonde angoisse. Et d'un coup, là, aller regarder cette émotion qui remonte, et c'est encore difficile aujourd'hui, mais quand tu regardes cette émotion, cette colère, cette impuissance sur laquelle elle s'est posée, tu fais ouh, il y a un sacré paquet à sortir. Là, il y a de la rage qui est coincée à l'intérieur. Il y a de la rage qui est posée sur de l'impuissance, qui est posée sur de l'angoisse. C'est de partir d'où tu es, Bien sûr. D'être Et vraiment là. Voilà. Et arrêter de croire que... Mais qu'est-ce que c'est dur, hein. Oh putain. Ah, enfin... On travaille pas ça. Comment? Alors c'est dur, oui, quand on n'a pas envie de jouer le jeu. Quand on a envie de jouer le jeu, en même temps c'est dur. Ouais, en même temps, mais on est d'accord. C'est dur, mais en même temps, là aujourd'hui, ça commence à devenir jouissif. Oui. D'être en train de plus j'arrive à laisser faire, plus ça me traverse et plus c'est rapide. Et plus ça passe, c'est comme Voilà. des nuages dans le ciel. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai qu'aller la chercher, celle-là, aller la regarder, la rivalité, quoi, c'était, ça a été... mais il a fallu que je passe la jalousie pour qu'ensuite je puisse savoir sur quoi elle était posée. Parce que le refus de la jalousie était posé dessus, et encore, il y a encore des couches et des couches. Et plus ça va, et plus qu'on va aller chercher, c'est des tas de merde. Hein.
On n'est pas en train de planter des fleurs encore, hein, d'accord? On est juste en train d'aller creuser la fosse à Turin. Tu as entendu parler de Swami Prajnapada, peut-être, non? Ouais, ça dit quelque chose. Mais C'est bon, le lying. C'est le lying. C'est-à-dire que tu vas effectivement au bout de l'émotion quand tu oui, peux. bien sûr. Ouais, après, je regarde ce que ça fait beaucoup plus que d'être dans une volonté de vouloir quelque chose. Je laisse aujourd'hui des événements, c'est plutôt l'extérieur qui vient et qui me dit tiens, et je regarde ce que ça fait. Et j'essaie de regarder au plus juste que ce que je peux regarder aujourd'hui. J'essaye pas de me dire, parce que souvent on fait l'erreur de vouloir avoir fini le bouquin avant de l'avoir commencé. Et alors tu l'achètes, tu es tellement content que tu te dis ah, et puis tu expliques déjà. Enfin, j'avais. Vous irez? Bah bisous bisous. Ciao ciao. Bah de toute façon quelle heure il est là? 23h. Non. 3h. Bon on peut arrêter là aussi, il y a... 21h15.